L'histoire commence à Shanghai. Dans une pièce calme, une femme aux cheveux bleu-vert, Zhan Wangshan, allaite son nouveau-né. Elle dit à son bébé, Shen Shen, qu'il a de la chance de simplement manger et dormir, souriant qu'elle perd du sommeil à cause de lui, mais que cela en vaut la peine s'il grandit en bonne santé. À son insu, le bébé n'est pas ordinaire. Il est réincarné et a la conscience de sa vie antérieure. Pendant qu'il se nourrit, il remarque que son cerveau n'est pas complètement développé, mais il est conscient. Un écran de statue bleue semblable à un jeu apparaît, l'identifiant comme Lin Zishan, 33 ans avec un niveau biologique de rang 1 ordinaire. Il réalise qu'il a une capacité de triche spéciale. À 3 mois, Lin Zishan est dans son berceau pendant que ses parents, Zhan Wanshen et Lin Yansheng, le regardent. Son père remarque à quel point le bébé semble doué physiquement, prédisant qu'il deviendra un puissant fusionneur de gènes ou au moins un cyborg. Pendant qu'il parle, Lin Zishan donne des coups de pied. Une notification système annonce qu'il a donné 10 000 coups de pied, lui accordant l'attribut biologique, utilisé et avancé. Cette compétence permet à toute partie de son corps qui l'entraîne de devenir infiniment plus forte dans les limites à base de carbone. Il sent sa force grandir et se demande ce que son père voulait dire par fusionneur de gènes et cyborg imaginant des super-héros. À 4 mois, Lin Ziken a appris à s'asseoir et à ramper. Pour éviter d'effrayer ses parents avec son développement anormalement rapide, il s'entraîne uniquement la nuit. Chaque fois qu'il rampe, son système le récompense avec des points. 1 mois plus tard, à 5 mois, il maîtrise la marche. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents sans que cela paraisse trop étrange. En regardant la télévision, un reportage sur les bêtes aberrantes montre des fusionneurs de gènes et des cyborgs unissant leurs forces pour les combattre. Pour la première fois, Lin Zishan comprend que ce monde est très différent de son ancien. Il apprend que cette terre a muté, donnant naissance à des créatures terrifiantes appelées bêtes aberrantes. Pour les combattre, l'humanité a développé 2 voies. La première est l'ascension mécanique, où les humains modifient leur corps avec la technologie pour devenir de puissants cyborgs. La seconde est la modification génétique, où les humains fusionnent leurs gènes avec des bêtes aberrantes, devenant des fusionneurs de gènes pour combattre les monstres avec leur propre pouvoir. Réalisant les dangers, Lin Zishan, réincarné, décide d'utiliser son système pour grandir en toute sécurité, faire évoluer ses capacités tout en se faisant discret et survivre dans ce monde périlleux. Un jour, la sonnette retentit. Zhan Wangshan ouvre la porte à une femme en robe bleue, Shu Meng, leur nouvelle voisine d'un accent grave côté. Shu Meng présente sa famille, son mari, Shen Jiani, et leur jeune fille, Shen Qing'an, qui serre une poupée contre elle. Lin Zishan regarde la petite fille aux cheveux violets. Il reconnaît Shen Xing'an comme sa première amie dans ce nouveau monde, sentant que leurs destins seront un jour étroitement liés. Le temps passe et Lin Zishan se consacre à l'entraînement. À 7 mois, grâce à sa compétence d'utilisation et avancée, il a maîtrisé la course, le saut et le langage de base en se parlant à lui-même, gagnant des points de statistiques pour chaque activité. À 8 mois, son entraînement a progressé au point de faire des redressements assis et des pompes dans son berceau. Il fait attention à ne s'entraîner que lorsque ses parents ne sont pas là. Mais un jour, sa mère, Zhan Wangshan, entre sur le balcon et est choquée de voir son fils de 8 mois faire des redressements assis. Elle se frotte les yeux, incrédule. Cependant, étant une auteure de romans web, elle écarte cela comme une hallucination induite par le stress. Lin Zishan fait immédiatement semblant de dormir, poussant un soupir de soulagement et prenant une note mentale pour être plus prudent. Quelques jours plus tard, alors qu'elle lui donne un bain, Zhan Wangshan fait une autre découverte choquante. Elle appelle son mari, Lin Yansheng. Quand il se précipite, elle souligne que leur fils de 8 mois a des abdos définis. Lin Yansheng est stupéfait. Il suggère avec enthousiasme que leur fils pourrait être un prodige unique en son genre avec un avenir brillant en tant que puissant fusionneur de gènes ou cyborg. En entendant ce récit de génie, Lin Zishan est soulagé que son secret soit en sécurité, réalisant la chance qu'il a d'avoir 2 auteurs de romans web pour parents. Lin Zishan réfléchit au fait que sur cette terre mutée, il n'est pas le seul génie. Lui et sa mère regardent un reportage sur un enfant de 2 ans d'une famille d'arts martiaux qui peut soulever un haltère de 20 kg d'une seule main. Zhan Yuanshan serre son fils contre elle, déclarant fièrement que son Shanshan est tout aussi incroyable. Lin Zishan est touché par la confiance de sa mère et se demande s'il pourra également soulever 20 kg quand il aura 2 ans. Au moment où Lin Zishan a 2 ans, son entraînement a porté ses fruits. Il a gardé un profil bas tout en développant secrètement sa force, soulevant facilement un poids de 20 kg d'une seule main dans la pièce de stockage. Sa session est interrompue lorsque sa mère appelle que Hanan, le surnom de Shen Qing'an, est là pour jouer. Surpris, il pose le poids et sort. Il ouvre la porte et trouve Shen Qing'an, maintenant aussi âgé de 2 ans, lui offrant une tarte. Lin Zishan remarque intérieurement qu'en raison de leurs différents âges mentaux, ils ne jouent pas de manière conventionnelle. Alors que Hanan est un bambin typique, il utilise chaque instant pour s'entraîner. Il a trouvé une façon unique de passer du temps avec elle. Puisqu'elle aime rester proche, elle sert de gilet lesté personnalisé de taille parfaite pour ses exercices. Il y a cependant un problème récurrent, dont il se souvient lorsqu'il sent une chaleur humide et crie que Hanan a encore fait pipi sur lui. Une autre année passe.
À l'âge de 3 ans, la force de Linzichan a augmenté de façon exponentielle, et il peut soulever un poids de 40 kg d'une seule main. En regardant la télévision, il voit un reportage sur un prodige de 4 ans soulevant un haltère de 30 kg et note avec satisfaction qu'il est déjà plus fort. Malgré ses progrès, son système affiche toujours son niveau biologique comme rang 1 ordinaire. Il se demande ce qu'il faudrait pour atteindre le rang 2. Avec ces questions en tête, il sort de chez lui pour la première fois. Le monde extérieur est un paysage urbain futuriste époustouflant avec des hommes bêtes et des cyborgs, qu'il suppose être les fusionneurs de gènes et les cyborgs dont il a entendu parler. Accompagné de sa mère et de leurs voisins, Shumeng et Shen Qingyan, il se dirige vers la bibliothèque. Puisque ses parents ne le laissent pas utiliser d'appareils électroniques, les livres sont sa meilleure source d'information. À la bibliothèque, sa mère l'oriente vers la section pour enfants, mais Linzichan se dirige vers les encyclopédies avancées avec une Shen Xinggan inquiète qui le suit. Les mères regardent avec confusion. Shumeng demande pourquoi il aime ces livres, et Zhan Wangxin suppose que ce sont ses gènes de génie. Pendant que Shen Qinggan lui offre des biscuits, Linzichan est absorbé par sa lecture. Grâce aux livres, il apprend que toute vie est classée en 6 niveaux biologiques, ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique, chacun divisé en 9 rangs. Il se rend compte que les humains normaux comme ses parents sont en bas, au rang 1 ordinaire, aussi insignifiants que des fourmis comparés aux êtres de niveau supérieur. Cette connaissance allume un feu sous Linzichan. Il doit accélérer son entraînement tout en maintenant sa couverture. Son système l'alerte d'une nouvelle quête. Lire 100 millions de caractères pour être récompensé par la racine céleste de la sagesse. Excité à l'idée d'entraîner à la fois l'esprit et le corps, il accepte. Pendant l'année suivante, Linzi peut partager son temps entre l'entraînement physique et la lecture vorace. À 4 ans, lui et Shen Qingyan commencent la maternelle, se tenant la main avec l'institutrice, Mademoiselle Zhang Mei. Son dur labeur paie. Peu après le début de l'école, il perce jusqu'au second rang ordinaire. Ses prouesses physiques sont immenses. Il peut soulever un poids de 80 kg d'une seule main, sauter en hauteur de 1,2 m et courir 100 mètres en moins de 11 secondes. Des statistiques exceptionnelles pour un adulte, sans parler d'un enfant de maternelle. Un jour, il trouve des enfants entourant Shen Xinggan en pleurs, la traitant d'énurétique. Voyant son ami harcelé, il sait qu'il doit agir. Il saute dramatiquement au centre des brutes. Il lance un regard noir et profère une menace terrifiante. Si quelqu'un n'embête encore Anan, il fera pipi sur son lit tous les jours. La menace enfantine mais menaçante fonctionne. Les brutes éclatent en sanglots, jurant de ne jamais retourner à la maternelle. Shen Qinggan regarde son protecteur avec admiration. Cet acte débloque une nouvelle réalisation, le titre de roi des enfants de la maternelle, et une nouvelle série de quêtes. Il est ravi de pouvoir travailler sur plusieurs quêtes à la fois. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture. Ayant lu 100 millions de caractères, il reçoit la racine céleste de la sagesse, lui accordant une mémoire eidétique parfaite et une capacité d'apprentissage humaine optimale. Le temps passe vite et Sun et Shen Qinggan ont presque 7 ans et posent pour leur photo de fin d'études à la maternelle. Même pendant les vacances, Linzichan ne se repose pas, maintenant assez fort pour s'entraîner avec une barre massive de 200 kg. Pendant les vacances, ses capacités ont atteint de nouveaux sommets. Il pouvait sauter plus de 2 mètres de haut et avait franchi la barrière des 8 secondes au sprint de 100 mètres avec un temps de 7 secondes et 98. Son esprit était tout aussi vif, stimulé par son nouvel attribut. Il avait déjà terminé la majeure partie du programme de l'école primaire. Sa nouvelle vie a commencé à l'école primaire Sunshine. Parce qu'il étudiait déjà lui-même des matières avancées, les compétitions universitaires étaient faciles. Il a facilement pris la première place au concours universitaire national des écoles primaires juste pour débloquer son titre le plus rapidement possible. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il donnait des cours particuliers à Shen Qingyan. Bien qu'elle n'ait pas un talent exceptionnel, elle était assidue. Avec son aide, ses notes se sont considérablement améliorées. Et après un semestre, elle s'est classée 2e de la classe, Linzichan occupant la première place. Pour accélérer sa quête, il a également participé à des rencontres sportives scolaires, battant tous les records. Juste au moment où il pensait que sa vie scolaire continuerait dans cette routine prévisible, une nouvelle étudiante de transfert spécial est apparue. Le professeur a présenté la nouvelle venue, une fille aux longs cheveux bleus argentés nommée Bexu. Linzichan a immédiatement su qu'elle était différente. Alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, il pouvait sentir une légère aura inhabituelle qui n'appartenait pas à un humain normal. Alors que la nouvelle étudiante transférée, Bexu, marche pour trouver une place, les autres élèves la regardent avec curiosité. Shen Xinggan se penche vers Linzichan, qu'elle appelle Xiao Shen, et murmure à quel point les cheveux de Bexu sont jolis, comme des flocons de neige d'hiver. Cependant, Linzichan n'est pas d'humeur à discuter d'esthétique. Alors que Bexu s'assoit près de lui, son esprit est tourné vers l'étrange aura non humaine qu'il ressent d'elle. Il se demande si elle pourrait être une fusionneuse de gènes ou la descendante d'une. Dans les jours suivants, Bijay s'avère être une énigme. Elle ne parle à personne et pose sa tête sur son bureau dès que le cours se termine, restant immobile. Elle se lève à peine pour aller aux toilettes. Au début, les élèves sont curieux,
prenant même des photos avec elle pendant qu'elle dort. Mais comme son comportement ne change pas, ils perdent tout intérêt et la salle de classe reprend sa routine. Cette pièce est brisée plus d'un mois plus tard. Un phénomène bizarre commence. Beksu commence à sécréter un liquide blanc visqueux. La substance a une odeur fétide et coule sur ses vêtements et ses jambes. Les autres élèves réagissent avec dégoût, se plaignant de l'odeur terrible. Un garçon méchant ricane un commentaire grossier sur le liquide, puis verse sa bouteille d'eau sur sa tête, affirmant qu'il est en train de la laver. Humilié et trempé, Beksu serre le poing sur le bureau et des larmes coulent sur son visage alors qu'elle commence à pleurer, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Les brutes éclatent d'un rire cruel face à sa détresse. Regardant depuis leur pupitre, Shen Qinggan se tourne vers Lin Zishan avec une expression inquiète, lui demandant s'ils peuvent aider la pauvre Baizhui. Lin Zishan est confus. Il avait senti que Baizhui était dangereuse, il ne comprend donc pas pourquoi elle pleure. Il accepte d'aider. Alors qu'il se dirige vers les brutes, il réévalue son évaluation. Bien qu'il ne la comprenne toujours pas, il se rend compte que pour l'instant, elle n'est pas une menace. Ce n'est qu'une fille faible qui se fait harceler, et il doit intervenir. Lin Zishan s'approche de la brute principale et l'attrape par le col, appelant son nom, Guanshin. Avec un sourire menaçant, il ordonne au garçon d'essuyer l'eau du bureau de Beksu. Guanshin est terrifié et balbutie qu'il va l'essuyer tout de suite. Les autres brutes savent qu'ils ont des ennuis. Lin Zikan est connu à l'école pour être doué à la fois en étude et en combat. Même les élèves de 6e n'osaient pas le provoquer. Sachant qu'il vaut mieux se conformer, ils attrapent rapidement des mouchoirs et nettoient le gâchis. Une fois le bureau propre, le regard de Lin Zekin balaie le groupe. Il ordonne à toutes les personnes impliquées de s'excuser immédiatement auprès d'elle. Les brutes, en sueur et terrifiées, s'exécutent rapidement. Il s'aligne devant son bureau et baisse la tête, offrant des excuses et promettant de ne plus jamais la harceler. Une fois les brutes parties, Beksu lève les yeux encore larmoyants. Elle remercie avec gratitude Lin Zishan et Shen Qinggan. Shen Qinggan pose une main réconfortante sur l'épaule de Beksu, lui disant que les camarades de classe sont censés s'entraider. À partir de ce jour, Shen Qinggan se donne pour mission de se lier d'amitié avec la tranquille fille aux cheveux blancs, traînant toujours Lin Zishan avec elle. Les trois commencent à passer leur temps libre ensemble. Shen Qinggan est particulièrement gentille, partageant toujours ses collations les plus savoureuses avec Beksu en premier. Pendant l'un de ces moments, alors que Shen Qinggan lui offre une gâterie, Beksu hésite. Elle les regarde et leur demande s'ils ne sont pas dégoûtés par elle parce qu'elle sent si mauvais. Elle explique qu'elle est désolée de ne pas leur avoir fait confiance, mais depuis qu'elle est petite, elle a toujours été mise à l'écart par tout le monde. Que quelqu'un soit gentil avec elle lui semble si irréel qu'elle pense qu'elle doit rêver. Beksu lève les yeux, surprise, lorsque Shen Qinggan lui dit fermement que ce n'est pas un rêve. Shen Qinggan sourit doucement et dit qu'elle sait ce que c'est, donc elle ne serait jamais dégoûtée par elle. Elle déclare que tant que Beksu le veut bien, elles seront amies pour toujours, entraînant Lin Zikan, légèrement exaspéré, dans la promesse. Submergé par l'émotion, Beksu serre fort Shen Qinggan dans ses bras. Des larmes de gratitude coulent sur son visage alors qu'elle les remercie de leur gentillesse. Après s'être calmée, elle leur dit qu'elle veut leur offrir un cadeau en retour. Elle tend un collier avec une paire de crocs de bête, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle le leur donne, espérant que cela puisse être un symbole de leur amitié. Shen Qinggan accepte avec enthousiasme, et les trois enfants se tiennent ensemble dans la cour de l'école au coucher du soleil, déclarant joyeusement qu'ils seront amis pour toujours. Cependant, au moment même où leur nouvelle amitié se solidifiait, l'inattendu se produisit. Un jour, Shen Qinggan est stupéfait d'apprendre que Beksu a été transféré de l'école. Lin Zishan le confirme, révélant qu'il l'a vu remplir les papiers de retrait. Il se souvient de l'avoir regardé depuis la porte du bureau du principal. Il a vu Beksu avec le principal et un grand homme intimidant avec des bras cybernétiques. Le principal a assuré à l'homme que les papiers de Beksu étaient complets et que ses informations resteraient confidentielles. La rencontre a confirmé les soupçons de Lin Zishan selon lesquels l'identité de Beksu n'était pas simple. À partir de ce jour, il n'a plus jamais revu Beksu, laissé à s'interroger sur elle. Mais il note que les événements qui ont suivi sont ce qui a vraiment capté son attention. Quelque temps plus tard, Lin Zishan est chez lui en train de masser les épaules de sa mère, Zhan Wangxin. Elle soupire de soulagement, lui disant que le massage est parfait après une longue journée de frappe. Lin Zishan note intérieurement qu'il a appris des techniques de massage professionnelles, grâce à sa racine céleste de sagesse, et est surpris de son utilité. Leur soirée tranquille est interrompue par un reportage important. Il présente une autre réalisation incroyable du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a réussi à fusionner avec des gènes de bêtes aberrantes et peut maintenant soulever un rocher de 500 kg d'une seule main. Lin Zishan reconnaît le garçon et réalise avec un choc que son rival a déjà commencé la fusion génétique. Son père, Lin Yansheng, se plaint que le prodige de Kyoto est toujours à la télévision, se demandant s'ils essaient d'en faire un influenceur. Les parents en discutent. Lin Yansheng explique que le garçon est issu d'une famille d'arts martiaux millénaires, ils ont donc probablement une technologie de fusion génétique avancée. Zheng Wangxin soutient qu'il est mal d'utiliser un enfant comme cobaye. Son mari rétorque que pour une telle famille,
les intérêts familiaux passent en premier, ce qui lui vaut un sarcastique « tu sais tout » de sa femme. Pendant que ses parents se disputent, Lin Zishan est plongé dans ses pensées. Il se souvient qu'avant la fusion, le prodige pouvait soulever 100 kg. Maintenant, il peut soulever 500 kg, une augmentation de 5 fois. En comparaison, Lin Zeken, à seulement 8 ans, peut déjà soulever un poids de 300 kg d'une seule main sans aucune fusion génétique. Il conclut avec un coup de poing confiant que son propre potentiel est bien plus grand. Sa confiance montait en flèche, mais ce sentiment fut de courte durée. Le prochain reportage lui a appris le vrai sens de la peur. Les dernières nouvelles montrent une ville d'un pays voisin complètement dévastée par une explosion massive. Le rapport indique que, d'après les images, l'attaque a été menée par des rats aberrants géants. L'écran montre des images horrifiantes de rats monstrueux envahissant les ruines, capturant une femme hurlante dans leur mâchoire massive, puis la dévorant brutalement. Le reportage se poursuit, confirmant que des hérétiques étaient responsables de l'attaque de rats aberrants, attisant les flammes depuis l'ombre. Lors d'une conférence de presse, un responsable du pays dévasté de Sakura implore l'aide internationale, expliquant que les hérétiques sont un culte obscur manipulant les bêtes. En regardant les nouvelles, Lin Zishan apprend que le culte est une organisation anti-humaine de traîtres qui servent les bêtes aberrantes pour leur propre gain. Il se sent soulagé d'être né dans un pays puissant et stable, lui donnant un endroit sûr pour grandir tout en se faisant discret. Ses pensées sont brisées par des bangs soniques à l'extérieur. Il se précipite à la fenêtre et tire le rideau pour voir un escadron de cyborgs lourdement armés voler dans le ciel nocturne. Il se demande pourquoi tant de personnes sont déployées, espérant qu'il ne se passe rien de grave. Le lendemain matin, tout semble normal. Lin Zishan attend Shen Qinggan, qui arrive en courant en s'excusant d'être en retard. Alors qu'elle s'approche, il remarque quelque chose d'étrange. Le collier de croc de bête que Bai Shuai leur a donné, maintenant porté par Shen Qinggan, émet une lueur bleu vif. Il se rend compte que le croc provient d'une bête aberrante et est la source de la faible aura non humaine qu'il avait ressentie chez elle. La lueur s'estompe aussi vite qu'elle est apparue, et les deux n'y pensent pas beaucoup. Cependant, entre les cyborgs et la réaction du croc, Lin Zishan sent que quelque chose de mauvais va se produire. Sur le chemin de l'école, une femme frappante avec de longs cheveux roux dans une robe noire est appuyée contre un lampadaire en les regardant. Elle commente à quel point ce sont des enfants adorables et se place devant eux en leur demandant s'ils sont frères et sœurs. Shen Qinggan la corrige fièrement, expliquant qu'ils sont les meilleurs amis d'enfance. La femme sourit pensivement, remarquant à quel point elle aimerait aussi avoir un ami d'enfance. Puis son expression devient sinistre. Elle se penche, les yeux brillants, et demande pourquoi ils vont seuls à l'école et où sont leurs parents. Alors que Shen Qinggan commence à répondre, Lindsay peut rapidement lui saisir la main, la coupant. Il l'entraîne, déclarant qu'ils vont être en retard, laissant la femme mystérieuse derrière eux. Une fois à une distance sûre, il gronde doucement Shen Qinggan, lui rappelant de ne pas parler aux étrangers. Elle hoche la tête. Après l'école, Lin Zishan les conduit à travers une ruelle déserte. Shen Qinggan commente nerveusement à quel point c'est effrayant. Lin Zishan explique que la zone est prévue pour la démolition et que tout le monde a déjà déménagé. Leur promenade est interrompue par une voix familière. La femme aux cheveux roux du matin apparaît, commentant qu'ils sont enfin sortis de l'école. Elle n'est pas seule. Un grand homme musclé nommé Sheng est avec elle. La femme dit à Sheng qu'elle a les enfants ici. Lin Zishan est alarmé. Il avait délibérément choisi un itinéraire différent, mais elle les avait en quelque sorte suivis. La femme essaie de les attirer plus près avec une voix douce, leur offrant des friandises. Son complice, Sheng, devient impatient. Il lui dit d'arrêter de parler et d'assommer les enfants pour qu'ils puissent en finir. Sans un mot, Sheng se précipite vers eux avec un tissu en criant qu'il est pressé de les vendre contre de l'argent. Alors qu'il se rapproche, Lin Zishan pousse Shen Qinggan hors de son chemin et se prépare à l'affronter. Il serre le poing et lance un coup puissant de toutes ses forces. Le coup atteint directement le visage de Sheng, arrêtant l'homme plus grand dans son élan. L'immense force envoie Sheng voler en arrière dans l'allée avec un cri de douleur. La femme aux cheveux roux regarde avec une incrédulité totale, choquée qu'un écolier puisse envoyer un adulte voler. Au sol, Sheng crache du sang, abasourdi. Sheng étant à terre, Lin Zishan se tourne vers la femme aux cheveux roux. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui donne un coup de poing solide au milieu du corps, suivi d'un puissant uppercut qui la met KO. Debout au-dessus des kidnappeurs vaincus, son expression se durcit. Il ramasse une brique à proximité, ses intentions sinistres. Il se dit qu'en l'absence de caméra dans l'allée déserte, il doit les achever. S'ils vivent, ses pouvoirs surhumains seront exposés, ruinant son plan de se faire discret et de devenir plus fort. Au moment où il s'apprête à porter le coup final, le sol tremble violemment. Un puissant tremblement de terre secoue l'allée, les prenant au dépourvu. Un instant plus tard, une main massive griffue défonce le mur d'un bâtiment voisin. Un rat aberrant géant monstrueux émerge de la poussière et des décombres et les surplombe. La bête ignore les enfants et se penche sur la femme inconsciente, mais au lieu de la dévorer, elle la décapite d'un coup de griffe rapide. Le rat ramasse ensuite sa tête coupée alors que Shen Qinggan hurle de terreur. Reconnaissant le danger, Lin Zishan prend Shen Qinggan horrifié dans ses bras. Il lui dit que c'est un rat aberrant géant, et qu'ils doivent se mettre en sécurité.
Il se tourne et s'enfuit en courant, la portant alors qu'il s'échappe. Alors qu'il s'échappe, un éclair rouge et or traverse le ciel. Une cyborg féminine avec des cheveux blonds et des oreilles de lapin attachées à son casque plonge dans l'allée. Elle se déplace à une vitesse incroyable, un éclair de mouvement alors qu'elle dépasse le rat. Shen Xingan, regardant par-dessus l'épaule de l'Inzeken, s'exclame à quel point le cyborg est incroyablement rapide. Le cyborg atterrit gracieusement derrière le monstre. Face au rat, le cyborg féminin prépare son attaque. Son gantelet brille alors qu'elle charge son arme et annonce une fumée anesthésique. Elle tire des projectiles sur le monstre, provoquant des explosions massives qui secouent l'allée. L'Inzichan protège Shen Qing'an de l'explosion. Le rat aberrant est pris dans les explosions de feu, rugissant de douleur, et est étourdi par la fumée anesthésique. Voyant son ouverture, le cyborg se précipite en avant et achève la bête affaiblie dans une rafale de coups. Plus tard, Lindsay regarde un reportage sur l'incident à la maison. Il analyse le combat en concluant que le niveau de puissance du cyborg n'est probablement pas très élevé. Il en déduit qu'elle a dû d'abord affaiblir le rat, et il lui a quand même fallu 7 minutes pour le tuer. Il réfléchit au danger des rats aberrants géants, sachant que ce sont des créatures résistantes qui peuvent atteindre plus de 10 mètres de long et atteindre le 5e rang ordinaire. Heureux qu'il se soit échappé sain et sauf, l'incident lui rappelle les dangers du monde. Il décide d'intensifier son entraînement pour se protéger et protéger ceux qui lui sont chers. On le voit plus tard dans son espace d'entraînement en train de faire des squats avec une barre lourde, son système le récompensant avec des points. Bien que la menace des rats aberrants plane, la vie continue. Bientôt, lui et Shen Qing'an fêtent leur 9e anniversaire avec les deux familles autour d'un grand gâteau. Après avoir fait des vœux, ils échangent des cadeaux. Grâce à sa racine céleste de sagesse, l'Inzichan avait appris à sculpter en une nuit et avait fabriqué une épingle à cheveux en bois complexe pour Shen Qing'an. Elle est folle de joie, la met dans ses cheveux et s'exclame à quel point elle l'aime. Le temps passe vite, et bientôt l'Inzichan et Shen Qing'an obtiennent leur diplôme de l'école primaire et commencent le collège. Alors qu'ils partent, son système lui notifie qu'il a terminé la réussite des 9 années d'enseignement obligatoire, débloquant les titres de roi des enfants de la maternelle et de premier chien de l'école primaire. Il est impatient de débloquer ensuite le titre de suzerain du collège, qui lui accordera l'attribut de survie du plus fort. Pendant la pause, il s'en tient à un programme d'entraînement de haute intensité. Son entraînement comprend 1000 pompes avec un énorme rocher sur le dos, ce qui lui confère d'énormes augmentations de statistiques. Son dur labeur porte ses fruits. Juste avant le début de l'école, après une course de 10 km, son système annonce que son niveau biologique a franchi le 3e rang ordinaire. Ses attributs physiques ont augmenté de façon spectaculaire. Il peut maintenant soulever 700 kg d'une seule main, a un saut vertical de 4 mètres et peut courir le 100 mètres en 6 secondes. Alors que sa puissance augmente, il se demande quel niveau le prodige de Kyoto a atteint. Par coïncidence, un reportage est diffusé à la télévision la veille de la rentrée scolaire. Le reportage révèle que le prodige, maintenant âgé de 14 ans, a fusionné avec des gènes de fourmis géantes et peut soulever un bloc d'alliage de 2000 kg d'une seule main. L'Inzichan calcule que puisque les gènes de fourmis géantes augmentent la force d'un facteur de 4 à 8, la véritable levée du prodige sans l'amélioration génique n'est que d'environ 500 kg. Cela signifie que l'Inzichan est toujours fondamentalement plus fort. Il sourit, imaginant à quel point il deviendra puissant avec la future fusion génique. Le lendemain, le collège commence. Parce qu'il était le meilleur élève de la ville, tous les meilleurs collèges ont essayé de le recruter. Il a accepté l'invitation du collège Shanai, mais seulement si Shen Qing'an pouvait être dans sa classe. Pendant l'inscription, ils sont accueillis par le directeur et leur nouveau professeur principal qui exprime à quel point ils comptent sur lui. Après quelques amabilités, il trouve une excuse et part avec Shen Qing'an. La vraie raison pour laquelle il a choisi le collège Shanai était pour ses excellentes installations sportives. Ils avaient prévu de jouer au badminton sur le terrain de l'école avant le début officiel des cours. Sur le terrain, une Shen Qing'an excitée dit à l'Inzichan, Xiaoshan, qu'il devrait commencer. Elle sert avec une pirouette, annonçant sa balle courbe d'effet. L'Inzichan attrape facilement le volant en plein vol, mais leur jeu est interrompu. Un groupe d'élèves de classe supérieure s'approche, et leur chef, avec une casquette à l'envers, arrache le volant, les informant que le terrain est réservé. Ses amis proposent moqueusement de laisser Shen Qing'an rester et s'entraîner avec eux. Shen Qing'an reste ferme, leur disant qu'ils doivent suivre les règles, et qu'ils étaient là en premier. L'Inzichan, les voyant s'approcher trop près de Shen Qing'an, intervient avec une expression froide. Il leur dit de s'éloigner d'elle et leur rappelle la règle du premier arrivé, premier servi. Le chef ricane, déclarant avec arrogance qu'il prend le terrain. Le chef tient le volant et le lance en l'air, mais avant qu'il ne puisse servir, l'Inzichan bouge. Il déclare qu'à partir de maintenant, ces règles sont les seules qui comptent. Avec une poussée de puissance, il saute et fracasse le volant avec une force incroyable. Le volant file à travers le terrain, un éclair blanc. Il se déplace si vite que le chef a à peine le temps de réagir. La force de l'impact brise sa raquette et fait voler sa casquette. Les élèves de classe supérieure sont sous le choc, en sueur et tremblants. Ils se demandent si l'Inzichan est même humain, se demandant s'il est un hybride génétique.
L'un d'eux note avec terreur que si le tir avait été un peu décalé, la tête de leur chef aurait été emportée. Complètement intimidés, les élèves de classe supérieure s'inclinent profondément pour s'excuser. Ils disent à l'Inzichant qu'ils comprennent maintenant les règles et qu'ils vont partir immédiatement. Ils battent alors en retraite précipitamment. Peut-être parce que l'incident s'est répandu, plus personne n'a osé intimider l'Inzichant ou Shen Qinggan. À part être plus grande avec de meilleures installations, leur nouvelle vie scolaire était presque la même. Académiquement, l'Inzichen était bien en avance, ayant terminé le programme du collège il y a longtemps. Pendant le cours, il lisait des livres intéressants pour passer le temps. La nuit, après les entraînements, il utilisait sa racine céleste de sagesse pour acquérir de nouvelles compétences en ligne, s'essayant rapidement à la cuisine, à la photographie, à la conduite, à la natation et à divers sports. Pour débloquer le titre de suzerain du collège, il ne s'est pas contenté d'être premier dans toutes les matières. Il a également représenté l'école dans des compétitions nationales. Il se tenait au milieu d'une montagne de trophées. Pour rester discret, il faisait attention à ne pas gagner la première place dans chaque compétition. Un semestre s'est écoulé et le titre n'était toujours pas débloqué. Cependant, ses performances lui ont valu de nombreuses fans qui ont laissé des piles de lettres d'amour sur son bureau. Il les ignorait. En dehors de donner des cours particuliers à Shen Qinggan, il s'est concentré sur le prochain festival sportif de l'école. Il pensait que s'il le dominait complètement, il finirait par débloquer le titre. Pour le festival, il ne s'est inscrit qu'à 3 épreuves, le lancer du poids, le saut en hauteur et le sprint, représentant la force, le saut et la vitesse. Il a réalisé un lancer étonnant de 201 mètres au lancer du poids. Bien qu'il se soit retenu pour ne pas paraître trop surhumain, il a quand même facilement pris la première place dans toutes ces épreuves. Alors qu'il était assis avec Shen Qinggan à admirer sa médaille d'or, il a senti une nouvelle vague de puissance traverser son corps. Une notification du système est apparue annonçant que, comme ses réalisations dépassaient de loin celles de tous les autres élèves, il avait débloqué le titre de suzerain du collège. Avec les 3 titres de l'âge scolaire débloqués, les 9 années de scolarité obligatoire étaient terminées, et il avait obtenu le nouvel attribut biologique, la survie du plus apte. Alors que la puissance le traversait, il réalisa avec satisfaction que le titre s'était enfin débloqué. Alors que l'Inzichant et Shen Qinggan quittent l'école, il considère son nouvel attribut de survie du plus apte. La capacité permet à un prédateur de dévorer l'essence vitale d'autres créatures pour évoluer. Il se demande ce qu'est l'essence vitale, perdu dans ses pensées jusqu'à ce que Shen Qinggan lui demande d'attendre. Revenant à la réalité, il a une idée. Il demande à Shen Qinggan s'il peut emprunter son collier de croc de bête. Elle accepte et le lui tend. Au moment où ses doigts touchent le croc, une notification du système apparaît. Il l'informe qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale du papillon géant abyssal, débloquant un nouveau guide avec une progression de 1%. Une image spectrale d'un énorme papillon sombre avec des yeux sur ses ailes apparaît autour de lui. Il est stupéfait de réaliser que le croc est une dent de papillon. Cette nuit-là, dans l'espoir d'en savoir plus, il recherche le papillon géant abyssal en ligne. À sa grande surprise, la recherche ne donne aucun résultat. Réalisant qu'il devra étudier cette bête exotique par lui-même, il se souvient que Bessu leur avait donné une paire de crocs. Il fouille dans son sac et trouve la deuxième dent. Tenant le deuxième croc, il absorbe à nouveau sa puissance. Une autre notification du système confirme qu'il a dévoré une deuxième trace d'essence vitale, mais la progression du guide n'augmente que de 2%. Il regarde le croc avec déception, réalisant qu'il ne reste plus beaucoup d'essence vitale dedans. Il en conclut qu'il doit trouver un autre moyen de débloquer la pleine puissance du papillon géant abyssal. Le lendemain après l'école, pour stimuler son entraînement et assurer une voie d'évacuation rapide contre les bêtes aberrantes, l'Inzichant commence à emmener Shen Qinggan à vélo à l'école tous les jours. Alors qu'il quitte l'enceinte de l'école, un homme l'appelle. Zichant, l'homme en survêtement, les arrête et se présente comme l'entraîneur Go de l'équipe d'arts martiaux de l'école. Il loue la performance de l'Inzichant à la rencontre sportive comme la meilleure de l'histoire de l'école. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'entraîneur Go l'invite officiellement à rejoindre l'équipe, insistant sur le fait que son talent athlétique surpasse ses capacités académiques. Il exhorte l'Inzichant à dire oui, mais lui offre également du temps pour se renseigner sur l'équipe avant de se décider. L'entraîneur Go parle si vite et avec passion que l'Inzichant n'a pas l'occasion de dire non. En leur faisant signe au revoir alors qu'ils repartent, l'entraîneur leur dit que l'équipe d'arts martiaux se trouve dans la salle C du gymnase et qu'il l'attendra s'il est libre de lui rendre visite le lendemain. Alors que le soleil se couche, l'Inzichant est de retour dans sa chambre, prêt à tester sa nouvelle capacité. Il frappe dans ses mains, écrasant un cafard et un moustique qu'il a trouvé. Il ouvre ses mains pour examiner les insectes morts, mais ne ressent aucune poussée de puissance. Il se rend compte que tuer de si petites créatures ordinaires n'a pas déclenché la compétence. Il en déduit que seules les bêtes puissantes ou exotiques possèdent suffisamment d'essence vitale pour être dévorées pour son évolution. Pour vérifier sa nouvelle théorie, l'Inzichant décide de se rendre dans un supermarché qui vend de la viande de bête. Avec Shen Qinggan à l'arrière, il les emmène à vélo en ville. Ils arrivent bientôt à un grand supermarché à plusieurs étages. À l'intérieur, ils se promènent dans les rayons, et l'Inzichant remarque que, bien qu'il y ait beaucoup de viande de bête,
elle est toute préemballée. Il sait qu'il ne peut pas tester sa théorie sans toucher la viande. Alors qu'il se sent frustré, il entend un boucher faire la publicité de viande de bête fraîchement coupée. Il aperçoit un comptoir avec un panneau indiquant viande de bête fraîche, non préemballée, sûre à manger, où un boucher découpe de grands morceaux de viande. Disant à Cheng Xingang, confuse, d'attendre, il dit qu'il va vérifier la viande. Il n'explique pas plus, impatient de confirmer ses soupçons, et se précipite vers le comptoir. Il tend la main et pose sa main sur une tranche de viande de bête fraîchement coupée. Au moment où il entre en contact, une puissante vague d'énergie violette se déverse en lui. Comme il le pensait, la viande de bête contient une forte poussée d'essence vitale. Il serre le poing avec excitation, un large sourire sur son visage. Shen Qing'an regarde, perplexe, se demandant pourquoi il est si excité juste en touchant de la viande. Elle s'approche de lui avec un regard d'inquiétude confuse, lui demandant ce qu'il ressent en touchant la viande. Essayant de faire bonne figure, Lin Zishan dit avec désinvolture à Shen Qing'an, perplexe, que la viande semble juste plus fraîche que la normale et lui demande si elle veut la toucher aussi. Elle agite frénétiquement ses mains et refuse, disant qu'il l'a touchée suffisamment pour eux deux. Ayant confirmé sa théorie, Lin Zishan décide d'acheter de la viande de bête pour essayer à la maison, surprenant Cheng Xingang. Il n'est pas surpris par sa réaction, sachant que la viande de bête est incroyablement chère. Même l'option la moins chère, le calmar de l'ombre fantôme, coûte près de 1000 yens par jean. Décidant d'opter pour le calmar, il prend un paquet. Shen Qing'an panique face au prix et lui dit que c'est trop cher et qu'il devrait d'abord demander à sa mère. Lin Zishan se contente de sourire et de lui tapoter la tête pour la rassurer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, inventant un mensonge selon lequel sa mère lui avait déjà dit d'en acheter beaucoup pour leurs deux familles. Un flashback montre sa mère, Zhan Yuanshan, acceptant joyeusement de préparer un festin. Intérieurement, Lin Zishan admet que si le partage fait partie de son plan, son autre raison plus importante est de tester s'il peut absorber l'essence de vie par la consommation car il craint que l'absorption directe ne gâte la viande. À la caisse, il achète 3 paquets de calamars fantômes pour la somme considérable de 29,94 yens. La caissière le remercie. Alors qu'ils partent, Lin Zishan pense à combien la viande était chère, se demandant quand ils pourront se le permettre à nouveau. Au moment où ils ont fini de faire leurs courses, il est plus de 21 heures. Sachant que la ville a été chaotique ces derniers temps, ils décident de rentrer directement chez eux pour plus de sécurité. Sur le chemin du retour, Lin Zishan n'arrête pas de penser à son expérience. Incapable d'attendre, il place discrètement sa main sur le paquet de viande dans le panier. Il ressent immédiatement une poussée familière d'énergie violette. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale du calmar fantôme. Un nouveau guide pour la créature est déverrouillé, mais sa progression n'est que de 0,1%. Une image spectrale du calmar menaçant aux multiples yeux apparaît dans son esprit. Alors qu'il se promène à vélo dans les rues calmes, il fait quelques calculs mentaux. Il se rend compte que dévorer une petite quantité de viande n'a débloqué qu'une fraction de sa puissance. Il estime qu'il aurait besoin de dévorer 100 jeans pour atteindre 100% sur le guide, ce qui coûterait la somme astronomique de 100 000 yens. Il considère la capacité spéciale du calmar à se dissoudre dans l'eau et à disparaître et décide que cette compétence puissante vaut le prix. Son cap est clair. Il doit gagner une énorme somme d'argent car il ne peut pas demander autant à sa famille. Il se souvient alors de sa deuxième raison d'acheter de la viande, pour vérifier si l'absorption de son essence vitale la gâterait. Il jette un coup d'œil au paquet. Ça fait un moment, mais la viande a l'air parfaitement fraîche. Il sourit, ravi que l'absorption de l'essence ne gâche pas la viande. Alors qu'il continue à absorber sa puissance, sa barre de progression pour le calmar grimpe à 3%. Sa concentration est rompue lorsque Cheng Xin'an crie un avertissement. Il serre les freins, s'arrêtant brusquement à quelques centimètres d'un couple sur la piste cyclable, et s'excuse. Il se reproche de ne pas avoir regardé où il allait, puis se demande pourquoi la voie est si encombrée. Cheng Xingang montre du doigt devant lui. Il voit une impasse tendue. Un homme musclé aux cheveux roux tient une femme en otage sous la menace d'un couteau. Cheng Xingang reconnaît l'otage terrifié comme étant leur professeur, Chao Mei. L'homme crie des menaces à la foule. La zone est encerclée par des policiers qui tentent de désamorcer la situation à l'aide d'un mégaphone. Le capitaine de police retient un officier, Abing, lui disant de ne pas tirer imprudemment. Le capitaine explique que la cible est trop proche de l'otage et qu'il l'utilise comme bouclier, ce qui rend impossible un tir propre. L'officier suggère du gaz soporifique, mais le capitaine le rejette, craignant que cela ne provoque le suspect avant qu'il ne puisse faire effet. Alors que la police hésite, Lin Zishan décide d'agir. Il ramasse discrètement un petit caillou sur le trottoir et le lance avec une vitesse et une précision incroyables. La pierre frappe l'arme de l'officier Abing, la faisant mal fonctionner. La balle perdue touche la main du preneur d'otage, le forçant à crier et à laisser tomber son couteau, libérant le professeur Calmet. Saisissant l'opportunité, le capitaine de police ordonne à son équipe de passer à l'action. Les officiers se précipitent et arrêtent rapidement le suspect désarmé, tandis qu'une policière réconforte le professeur Chao Mei, terrifié mais indemne. Alors que la situation est maîtrisée, Lin Zishan remonte discrètement sur son vélo.
Shen Xing'an le regarde avec de grands yeux interrogateurs et lui demande s'il a jeté la pierre. Il la fait rapidement taire en disant qu'il devrait partir et en parler plus tard, et il s'éloigne en pédalant. Au moment où ils sont sur le point de s'échapper, une voix leur ordonne de s'arrêter. Le capitaine de police appelle, demandant si Lin Zéachin était celui qui avait jeté la pierre. Paniqué d'être pris, Lin Zéachin nie rapidement tout avec un sourire nerveux. Le capitaine les regarde s'éloigner en pédalant, trouvant étrange que quelqu'un ne veuille pas admettre avoir fait une bonne action. Il se dit à haute voix qu'il y a une récompense pour la bravoure. Le mot récompense attire instantanément l'attention de Lin Zichen. Ayant besoin d'argent, il serre les freins, dérape et revient en courant vers le capitaine. Il revient timidement sur son démenti, admettant qu'il a jeté la pierre et expliquant que l'argent est vraiment important pour lui. Le capitaine lui dit de venir au poste pour faire un rapport, promettant de l'aider à demander la récompense. Après avoir informé leur famille, Lin Zichan et Shen Xing'an se préparent à se rendre au poste de police. Ils supposent que tout se passera bien, mais alors que la police emmène le suspect menotté, quelque chose tourne terriblement mal. Le visage du suspect commence à se tordre de façon grotesque. La police réalise avec horreur que c'est un hérétique et qu'il se transforme en un rat aberrant géant juste devant leurs yeux. Le monstre brise ses menottes et se déchaîne, frappant les officiers avec ses griffes massives. Le capitaine de police prend son émetteur-récepteur et ordonne à toutes les forces d'ouvrir le feu, mais de protéger les civils. Les officiers déchargent leurs armes, mais les balles n'ont aucun effet. Un rapport frénétique arrive, identifiant l'hérétique comme ayant fusionné avec les djinns du roi Ra et demandant des renforts immédiats. Réalisant le danger, Lin Zetian s'excuse, les attrape tous les deux et les éloigne, les exhortant à courir. Il est soulagé que le monstre ne les poursuive pas, mais c'est qu'ils doivent s'éloigner rapidement. Alors qu'il fuit, une nouvelle silhouette descend du ciel dans une aura violette. C'est une femme cyborg dans une armure futuriste élégante. Elle assène un coup puissant au rat géant, le faisant chanceler en arrière. Survolant les airs, le cyborg, une femme aux cheveux courts et violet foncé, commence à charger un canon laser dans sa poitrine. Avec un ordre de tirer, elle libère un faisceau massif et dévastateur d'énergie violette qui engloutit le rat mutant. La créature rugit d'agonie alors qu'elle est complètement désintégrée, ne laissant que des restes brûlés. Lin Zichan regarde, stupéfait par l'incroyable puissance du cyborg. La menace étant écartée, le professeur Cao Mei et Shen Xing'an poussent des soupirs de soulagement. Lin Zichan, cependant, est plus préoccupé par son vélo, notant avec soulagement que l'explosion ne l'a pas touché, ce qui aurait été une énorme perte financière. Alors que la tension retombe, il a une soudaine prise de conscience. Il regarde dans le panier du vélo et voit que la viande de calmar fantôme chair a pourri, dégageant une odeur nauséabonde. Il comprend maintenant que sa théorie initiale était correcte. L'absorption de l'essence vitale fait pourrir la viande, mais il y a un délai. Tenant un tentacule flasque, il se rend compte qu'il a besoin d'une excuse et décide de blâmer le combat et l'hérétique maintenant décédé. Faisant un spectacle théâtral, il jette le tentacule avarié, accusant bruyamment l'hérétique et l'attaque du cyborg d'avoir fait rôtir la viande. Le professeur Cao Mei le réconforte, disant que l'important est qu'ils soient tous en sécurité. Bien qu'ils aient prévu de rentrer chez eux, à la demande du capitaine, ils finissent par faire le trajet avec l'équipe de sécurité jusqu'à la station. Ils ne s'attendaient pas à être transportés dans la même camionnette que les restes des hérétiques. Après l'explosion laser, il ne restait qu'un tas de chair calcinée sur un brancard, et l'odeur était intense. Alors qu'il est assis dans la camionnette à l'odeur nauséabonde, une autre pensée frappe Lin Zichen. Il se souvient que les crocs de bête de Bexu contenaient encore de l'essence de vie longtemps après la mort de la créature. Une nouvelle possibilité s'offre à lui. Pourrait-il y avoir aussi de l'essence de vie dans ce cadavre? Et si oui, pourrait-il dévorer lui-même le gène du roi rat du cadavre? Assis dans la fourgonnette de police, Lin Zechan se demande quelle quantité du gène du roi rat il peut dévorer du cadavre brûlé de l'hérétique. Décidant de le découvrir, il tend discrètement la main vers les restes. Au moment où il entre en contact, il ressent une puissante vague d'énergie rouge. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie du rat mutant géant, déverrouillant son guide avec une progression impressionnante de 5%. Il est choqué par la quantité qu'il a absorbée et se rend compte que la fraîcheur de la source est directement proportionnelle à la quantité d'essence de vie qu'il peut obtenir. L'officier d'escorte, Abing, remarque son mouvement et lui dit de rester immobile. Lin Zichan prétend rapidement qu'il avait juste besoin de s'étirer. Plus tard, au bureau de la sécurité publique, il sait que si Abing était facile à duper, le capitaine de la sécurité est plus perspicace. Le capitaine informe Lin Zichan qu'il a fait une demande pour sa récompense de bravoure, mais le questionne ensuite plus sérieusement. Il demande comment un collégien à une telle distance et dans un éclairage médiocre a réussi à frapper si précisément la main porteuse du couteau de l'hérétique avec une pierre. Lin Zichan donne une réponse vague, affirmant que c'est parce qu'il entraîne souvent sa main droite. La réponse étrange laisse le capitaine sans voix. Leur conversation est interrompue lorsque Shen Xing'an crie que sa tante est là. Lin Zichan est surpris de voir ses parents se précipiter dans le poste. Sa mère court vers lui en panique, l'appelant par son nom avec une expression terrifiée. Elle l'enlace dans une étreinte serrée,
lui demandant s'il va bien et lui disant qu'il lui a fait une peur bleue. Il essaie de la calmer, la rassurant qu'il va bien et qu'il a même obtenu une récompense de bravoure. Le serrant contre elle, sa mère lui fait promettre que la prochaine fois qu'il y aura un danger, il se cachera d'abord dans un endroit sûr. Elle lui dit, les larmes aux yeux, que tout ce qu'elle veut, c'est le voir grandir en sécurité. Linzichan est visiblement ému par la sincère inquiétude de sa mère. Alors qu'ils partent, Linzichan rassure sa mère qu'il se protégera toujours en premier. Le capitaine de police les regarde partir, se demandant toujours les étranges capacités du garçon. En sortant, Linzichan croise deux policières discutant de l'affaire. L'une remarque que les pervers deviennent de plus en plus effrontés, et sa collègue révèle que l'hérétique était un étudiant en sciences humaines de l'université de Guangzhouan, victime d'un lavage de cerveau par le culte du dieu Ra. Le premier officier maudit le culte, mais le second souligne qu'ils doivent éliminer la cause première, le roi Ra autoproclamé. Le nom attire instantanément l'attention de Linzéquin. Dans la voiture qui le ramène chez lui, il commence immédiatement à faire des recherches sur le culte du dieu Ra sur son téléphone. Surpris de trouver une tonne d'informations, il apprend que la base principale du culte se trouve dans la ville de Shanghai et que la plupart de ses membres sont des parias de la société. Il découvre une information choquante suggérant que le roi Ra veut évoluer vers une forme de vie supérieure et force ses disciples à rassembler des matériaux d'évolution. Cela le conduit à une question effrayante. Le roi Ra, une bête aberrante, a-t-il déjà développé une sensibilité? Ses pensées sont interrompues lorsqu'il jette un coup d'œil par la fenêtre et aperçoit un rat géant, presque de la taille d'un chat sur le trottoir. Pendant un instant, il se demande s'il est lié au roi Ra, mais il rejette rapidement l'idée, se disant qu'au sud, les rats de la taille d'un chat ne sont pas si inhabituels. Chassant cette pensée, il se rend compte à quel point Shen Qing'an a été silencieuse. Il regarde et la voit se tortiller mal à l'aise, les genoux serrés l'un contre l'autre. Il comprend immédiatement. Il se souvient que depuis qu'elle est enfant, chaque fois qu'elle est nerveuse ou surprise, elle ne peut pas contrôler sa vessie. Bien que cela soit embarrassant pour elle, Linzichan a toujours senti que cette réaction particulière pourrait être liée à un potentiel caché en elle. Quand ils rentrent chez eux, la mère de Linzichan, Zhan Wangshan, est choquée que les près de 3000 yens de viande de bête aient disparu. Linzichan pense rapidement à une excuse, affirmant timidement que pendant l'urgence, il a dû la laisser tomber en s'enfuyant. Sa mère fait immédiatement passer sa sécurité en premier, lui disant d'oublier la viande et que tout ce qui compte, c'est qu'il soit indemne. Linzichan pousse un soupir de soulagement intérieur, heureux d'avoir dupé sa mère. Cependant, son père, Lin Yansheng, est plus têtu. Il annonce qu'il va retourner chercher la viande coûteuse, se vantant qu'un esclave salarié fané comme lui est coriace. Linzichan essaie de l'arrêter, arguant que c'est trop dangereux et que la viande est déjà avariée. Son père devient suspicieux, demandant comment il pouvait savoir qu'elle s'était gâtée. Transpirant nerveusement, Linzichan prétend rapidement que c'était une supposition évidente. Pendant ce temps, de retour au bureau de la sécurité publique maintenant vide, le capitaine de police se demande encore les étranges événements de la nuit. Alors qu'il fume une cigarette, il ne peut pas se défaire de la question de savoir comment un collégien ordinaire aurait pu lancer une pierre avec une puissance et une précision aussi incroyables. Soudain, il entend un bruit étrange venant du coin. Ses yeux s'écarquillent de choc lorsqu'il voit un rat massif beaucoup plus grand que n'importe quel rongeur normal perché au sommet des classeurs. Avant qu'il ne puisse réagir, le rat géant saute. Le capitaine dégaine instantanément son pistolet et ouvre le feu. La confrontation est rapide et violente, se terminant dans un flou sanglant. Le lendemain en classe, Linzichan soupire à son bureau. Réfléchissant à la nuit précédente, il conclut qu'il est encore trop faible par rapport à la puissante hérétique et au cyborg féminin. Il doit gagner de l'argent rapidement pour acheter plus de viande de bête comme le calmar de l'ombre fantôme pour remplir la barre de progression de son guide. Il envisage de devenir influenceur ou de vendre du matériel d'études, mais rejette l'idée comme étant trop tape à accent grave-l'œil et contraire à son objectif de garder un profil bas. Soudain, une idée le frappe. Il se souvient que dans ce monde, les arts martiaux et la fusion génétique sont plus importants que les études. Il décide qu'il est temps d'agir. Plus tard, il se rend au gymnase où l'équipe d'arts martiaux s'entraîne dans le bâtiment C. Il trouve l'entraîneur Go buvant dans un thermos et le salue. Un entraîneur Go surpris lui demande s'il est là pour rejoindre l'équipe ou simplement pour en savoir plus sur elle. Au lieu de répondre, Linzichan se penche et demande discrètement si rejoindre l'équipe offre une chance de participer à des tournois de la ville et si le prix est élevé. L'entraîneur sourit, confirmant qu'il aurait une chance et que les prix valent des dizaines de milliers de dollars. Sa principale préoccupation étant réglée, Linzichan serre la main de l'entraîneur et annonce qu'il rejoint l'équipe d'arts martiaux aujourd'hui. L'entraîneur Go l'accueille avec joie. L'entraîneur rassemble l'équipe pour annoncer son nouveau membre. Il présente Linzichan, leur rappelant sa performance en tant que champion de la rencontre sportive. Les autres membres de l'équipe, Zhang Kai, Wang Tianxin, Horaxing, Li Chuton et Han Yigo, se présentent. Finalement, Linzichan se présente. Comme Linzichan n'a pas d'entraînement formel en arts martiaux, l'entraîneur Go démontre les techniques de base des poings et des jambes. L'entraîneur explique que les mouvements ont l'air simples, mais sont difficiles à maîtriser, notant que l'élève le plus rapide de l'équipe, Li Chuton,
a mis une semaine à les perfectionner. Il encourage ensuite Lin Zishan à essayer. Lin Zishan prend une position de départ. Grâce à son attribut de racine céleste de la sagesse, qui lui confère une perspicacité martiale envoyée par le ciel, il a déjà mémorisé et compris tous les détails de la démonstration en la regardant. Alors qu'il pratique les techniques de points, une notification du système lui attribue des points en vitalité, force, dextérité et compétence. Il exécute les mouvements des mains et des poings avec une précision et une vitesse parfaite. Il passe en douceur aux techniques de jambes en effectuant des coups de pied fluides et puissants. Une autre notification du système lui attribue des points pour ses muscles des jambes, sa dextérité et sa compétence. L'entraîneur et l'équipe regardent dans un silence stupéfait. La mâchoire de l'entraîneur se décroche et il manque de faire tomber son thermos, incapable d'y croire. Il se demande comment quelqu'un peut apprendre parfaitement les formes complexes après un seul regard. En regardant la performance impeccable, une seule pensée se forme dans son esprit. Il doit être un prodige des arts martiaux unique en son genre. Ce soir-là à Shanghai, la mère de Lin Zishan, Zhan Wangshan, l'appelle pour dîner. Il se précipite avec impatience, une cuillère à la main, en demandant ce qu'elle a préparé. Elle présente fièrement un grand plat de calmar de l'ombre fantôme qu'il voulait. L'arôme est incroyable, et il dit à sa mère à quel point ça sent bon. Elle l'exhorte à manger pendant que c'est chaud. Il prend une bouchée et loue sa cuisine comme la meilleure au monde. Ravie, elle lui dit d'en manger beaucoup car elle a acheté 3 jeans complets pour lui. Alors qu'il mange, une notification du système apparaît. Il a dévoré une trace de l'essence vitale du calmar de l'ombre fantôme en le consommant, ce qui porte sa progression dans le guide à 3,1%. Il réalise avec frustration que manger la viande fonctionne tout aussi bien. S'il avait su, il n'aurait pas gâché le premier lot en le touchant. Pendant qu'il mange, un reportage attire leur attention. Il s'agit d'une fille surdouée de 14 ans, la plus jeune cyborg de l'histoire après avoir fusionné avec un noyau d'énergie. Son système énergétique lui confère des capacités surhumaines, soulevant un VUS de 5000 kg d'une seule main, sprintant sur 100 mètres en 3 secondes et sautant de 8 mètres verticalement. En regardant cela, Lin Zishan réfléchit au débat dans son monde. Entre la fusion génétique du prodige de Kyoto et la cybernétique de cette fille, quel chemin est le plus fort? Ses pensées sont interrompues par un autre reportage d'actualité. Il annonce que le capitaine de la sécurité qu'ils ont rencontré, Hui Shinchan, a été tué dans son bureau. Les images de surveillance ont montré qu'il a été attaqué et dévoré par un rat mutant géant qui s'est infiltré dans la gare. On voit des médecins transporter son corps dans une ambulance. Lin Zishan est horrifié. Il se souvient du gros rat qu'il a vu la nuit précédente et se demande s'il était lié à cela. Il imagine un rat géant se déchaînant dans la ville. La mort du capitaine est un sombre rappel de l'escalade du danger. Regardant intensément, Lin Zishan décide qu'il doit intensifier immédiatement son entraînement. Suite à la mort du capitaine de police, Lin Zishan se consacre à un régime d'entraînement éreintant. Après un entraînement intense, il peut maintenant sprinter sur 100 mètres en un temps record de 4 secondes et 61 centièmes. Sa puissance physique a grimpé en flèche. Son saut vertical est de 5,3 mètres, et il peut soulever un poids stupéfiant de 1200 kg d'une seule main. En plus de son entraînement personnel, il poursuit sa pratique des arts martiaux avec l'équipe de l'école, dans l'espoir d'augmenter rapidement sa force pour le prochain tournoi. Le lendemain matin à l'école, il se dirige vers le gymnase pour s'entraîner avec une certaine Sheng Xingang qui le suit. En chemin, une fille aux cheveux roses salue chaleureusement Lin Zishan et lui offre une bouteille de lait frais. Il refuse poliment, la remerciant, et passe devant avec Sheng Xingang, laissant la jeune fille déçue. Son coéquipier, Zhang Kai, observe à distance. Il serre le poing de colère, en voulant à la personne qui l'a battu à la rencontre sportive de rejeter un cadeau de la fille qu'il admire. Incapable de contenir sa frustration, Zhang Kai se précipite et leur barre le chemin. Il confronte Lin Zishan, le grondant pour ses mauvaises manières et pour avoir blessé les sentiments de la jeune fille. Lorsque Lin Zishan explique calmement qu'il est allergique au lait, Zhang Kai refuse de le croire et le traite de menteur. Enragé, Zhang Kai pointe du doigt Lin Zishan et le défie à un combat d'entraînement. Il fixe les conditions. S'il perd, il ne dérangera plus jamais Lin Zishan. Mais si Lin Zishan perd, il doit boire toute la bouteille de lait. Au moment où le défi est lancé, une nouvelle notification du système apparaît. Une nouvelle mission d'accomplissement a été déclenchée. Vaincre 1000 adversaires différents lors d'une compétition formelle pour la survie du trait biologique le plus apte. Un sourire narquois se répand sur le visage de Lin Zishan. C'est l'occasion qu'il attendait. Entouré d'une aura violette menaçante, il accepte le défi, ses yeux brillants d'anticipation alors qu'il accepte le combat d'entraînement. Le mot du duel se répand rapidement dans l'école. 2 élèves décident avec enthousiasme d'aller regarder le combat entre le junior populaire, Lin Zekin, et un senior. Au moment où ils sont prêts, le gymnase est rempli de spectateurs en grand cercle autour de la zone de combat. La foule est clairement du côté de Lin Zishan. Beaucoup de ses fans féminines l'encouragent, lui disant de donner une leçon à son adversaire, y compris la fille aux cheveux roses de Pluto qui prépare son téléphone. Zhang Kai ricane, agacé que tout le monde suppose qu'il va perdre. Il admet intérieurement que le talent de Lin Zishan a incroyablement augmenté au cours du dernier mois.
Il considère ce duel comme sa dernière chance de remettre le génie montant à sa place et de montrer sa propre force. Contrairement à l'intensité de son adversaire, Lin Zishan semble imperturbable. Il déclare nonchalamment qu'il doit rentrer dîner et demande s'ils peuvent faire en sorte que le combat soit rapide. Prenant cela comme une insulte, Zhang Kai sourit et accepte d'exaucer son souhait. L'entraîneur Go s'interpose entre eux pour arbitrer. Il lève la main pour commencer, leur rappelant les règles. Cependant, avant que le combat ne commence, Zhang Kai crie pour qu'ils attendent. Avec un sourire condescendant, il offre à Lin Zishan un handicap. Il souligne qu'il s'entraîne depuis près de 2 ans, alors que Lin Zishan n'est qu'un novice d'1 mois. Pour être juste, il déclare qu'il laissera Lin Zishan faire les 3 premiers mouvements. Lin Zishan accepte simplement. Au moment où il accepte, Lin Zishan se met en mouvement. Il réduit la distance en un éclair, prenant Zhang Kai par surprise. Avant que son adversaire ne puisse lever sa garde, Lin Zishan déclenche un seul coup de poing dévastateur. Le coup touche avec une force brutale, envoyant du sang voler du nez de Zhang Kai. Il est assommé instantanément, s'effondrant inconscient sur le sol du gymnase. Tout le gymnase est stupéfait et silencieux. La mâchoire de l'entraîneur Go tombe alors qu'il regarde avec incrédulité, criant que le combat était terminé en un seul coup de poing. Le reste de l'équipe d'arts martiaux et la foule sont tout aussi choqués, qualifiant le résultat de ridicule, incapables de comprendre que le duel était terminé en une seule seconde. Le silence est brisé par un rugissement de célébration. Shen Qing'an lève le poing en l'air, acclamant avec extase la victoire de Lin Zishan. Les autres filles, y compris celle aux cheveux roses, se joignent à la fête, criant à quel point il était incroyable. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, Lin Zishan reçoit une notification du système. Il l'informe qu'en battant un rival et en gagnant l'affection du sexe opposé, il a obtenu des droits d'accouplement prioritaires. Plus important encore, sa nouvelle progression de mission est maintenant 2000. Il se dit qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour débloquer l'attribut de sélection naturelle. Pour accélérer sa progression, il se tourne vers les membres terrifiés restants de l'équipe d'arts martiaux. Avec un sourire amical mais inquiétant, il suggère qu'ils devraient tous s'entraîner ensemble. Les membres de l'équipe le regardent en retour, leur visage pâle d'horreur. Immédiatement, ils commencent tous à inventer des excuses pathétiques. L'un a des cours intensifs, la mère d'un autre attend pour le dîner, tandis que d'autres font semblant d'être malades. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, Zhang Kai se débat pour se mettre à genoux. Il refuse d'accepter sa défaite, accusant furieusement Lin Zishan d'une attaque sournoise et jurant de l'écraser lors d'un match revanche. L'entraîneur Go intervient, disant à Zhang Kai d'accepter sa défaite comme un homme. L'entraîneur se demande ensuite à voix haute si le coup de poing était juste un coup de chance, décidant de tester la théorie sur un autre membre de l'équipe nommé Xiao Lizi. En entendant son nom, un garçon aux cheveux hérissés se fiche de terreur. Bien qu'il adopte une position de combat, il est clairement terrifié, suppliant Lin Zishan de faire preuve de clémence et de ne pas frapper son visage. 10 minutes plus tard, les résultats sont clairs. Plusieurs membres de l'équipe d'arts martiaux sont allongés inconscients sur le sol du gymnase. Lin Zishan se tient au-dessus d'eux, notant qu'il s'est assuré de ne pas être trop dur avec eux et a juste échangé quelques coups. Cependant, quand il vérifie à nouveau son système, il est déçu. Mis à part la victoire initiale, aucun des autres entraînements n'a compté pour sa réussite. Le nombre de rivaux reste à 1000. Il se rend compte qu'un entraînement amical ne suffit pas. Il doit vaincre ses rivaux dans une compétition officielle. Alors qu'il pense à cela, une main lui tape sur l'épaule. L'entraîneur Go sourit maniaquement, déclarant que Lin Zishan est un vrai génie. Il s'exclame qu'en un peu plus d'1 mois, le nouveau venu est devenu l'as de l'équipe, rempli d'une nouvelle confiance. L'entraîneur proclame qu'avec Lin Zishan à la tête, leur école écrasera toutes les autres et remportera la première place au tournoi régional d'arts martiaux de cette année. Alors que l'entraîneur Go célèbre, Lin Zishan a un moment de clarté. Il se rend compte que l'entraîneur a raison. Le tournoi à venir est l'occasion idéale d'affronter de nombreux adversaires officiels à la fois. Il devient déterminé, comprenant que tant qu'il les vaincra dans une compétition officielle, chaque victoire devrait compter pour sa progression. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un Zhang Kai vaincu l'appelle par son nom. Après avoir repris conscience, Zhang Kai se lève, pointe Lin Zishan du doigt et accepte officiellement sa défaite avec une déclaration de soumission bizarre et excessivement graphique. Ces étranges paroles laissent tout le monde, y compris Shen Qing'an, l'entraîneur Go et Lin Zishan, complètement choqués et perturbés. Le duel terminé, les spectateurs et l'entraîneur s'enfuient rapidement, laissant un Zhang Kai déconcerté seul, se plaignant de ne pas avoir terminé son discours. Dans ce monde, les lycéens doivent choisir entre les arts martiaux et les études. Compte tenu des dangers du monde, la classe d'arts martiaux est considérée comme le choix supérieur. Déterminé à ne pas être laissé pour compte, Shen Qing'an décide de rejoindre la classe d'arts martiaux et commence à s'entraîner rigoureusement avec Lin Zishan. Leur routine quotidienne est intense. Ils commencent par une course de 3000 mètres suivie d'une heure de pratique du combat au corps à corps. Après cela, ils font des redressements assis et des pompes pour développer leur force. Pour conclure chaque session, Lin Zishan donne à Shen Qing'an un massage pour soulager sa tension musculaire. Bien sûr, Lin Zishan ne relâche pas ses propres entraînements.
Ils se poussent quotidiennement à la limite, motivés par l'objectif de remporter le tournoi et de débloquer l'attribut de sélection naturelle le plus rapidement possible. Un mois plus tard, tout leur travail acharné est sur le point d'être testé. Le jour du tournoi régional d'arts martiaux est arrivé, et un Linzichan déterminé est prêt à participer. Le tournoi se déroule dans l'immense gymnase de la ville, avec une foule immense autour d'un ring de combat central. Dans la zone d'attente, l'ambiance est tendue. L'entraîneur Go examine nerveusement la liste, se plaignant que leur école, Shanghai High, ait tiré un match contre l'équipe la plus forte, Shanghai Number One High. Un autre membre de l'équipe ajoute à l'anxiété, mentionnant que leurs adversaires ont un combattant qui peut courir le 100 mètres en moins de 9 secondes, ce qui les fait se sentir dépassés. Sentant le moral bas de l'équipe, Linzichan lève calmement la main et se porte volontaire pour se battre en premier. Bien qu'il soit toujours inquiet, l'entraîneur Go accepte de laisser son âme monter sur scène. Alors que Linzichan entre dans l'arène, Shen Xing'an l'encourage depuis la ligne de touche tandis que l'entraîneur Go crie des encouragements à travers un mégaphone. Linzichan se prépare pour le combat. Son adversaire, un étudiant beaucoup plus grand et plus musclé de Shanghai Number One High, s'avance. Il reconnaît le talent de Linzichan pour s'être rendu au tournoi en tant que première année. Cependant, son ton devient rapidement moqueur. Il ricane que la scène n'est pas faite pour un abo qui n'a même pas atteint 1,7 mètre. Fléchissant son biceps, il promet de montrer à Linzichan ce qu'est un véritable écart de taille et de puissance. L'arbitre signale le début du duel. Le grand adversaire se précipite en avant, lançant un puissant coup de poing. À son choc, Linzichan ne recule pas. Il esquive sans effort le coup et contre-attaque avec un coup de poing rapide à la poitrine de son adversaire. L'impact est dévastateur. La force envoie l'étudiant massif voler en arrière à travers l'arène, l'assommant froid. L'annonceur fixe dans un silence abasourdi avant de bégayer une victoire pour Linzichan. Sur la ligne de touche, Shen Xing'an saute sur ses pieds, acclamant que son Xiaoshan était incroyable. Le reste de l'équipe de Shanghai High éclate de célébration, se massant sur leur entraîneur et criant que Linzichan est fou, rejetant la force de son adversaire comme un muscle mort. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'entraîneur de Shanghai Number One High est furieux. Il réprimande son étudiant vaincu pour avoir chargé aveuglément sans utiliser son jeu de jambes. De retour sur le ring, Linzichan reçoit une notification système confirmant qu'il a vaincu un autre rival de tournoi, améliorant son classement et portant son nombre d'éliminations à 2000. Il serre le poing, satisfait que ces matchs soient ce dont il a besoin pour avancer. L'entraîneur adverse, déterminé à arrêter cela, appelle son prochain combattant, un garçon nommé Shen Feng, et lui ordonne d'écraser la première année le plus rapidement possible. Shen Feng accepte calmement. Il monte sur scène et prend une position prête, l'air beaucoup plus posé que le dernier combattant. L'annonceur signale le début du deuxième duel. Shen Feng met immédiatement en valeur sa technique supérieure, se déplaçant avec une vitesse incroyable et lançant une rafale d'attaque. Linzei Shen rencontre calmement l'assaut, bloquant un coup de pied puissant d'une main. Cependant, la force de son bloc envoie Shen Feng tournoyer sauvagement dans les airs avant qu'il ne s'écrase violemment sur le sol de l'arène, inconscient. Les ambulanciers se précipitent avec une civière et emmènent Shen Feng, disant qu'il a besoin d'un scanner de la tête. La foule est abasourdie. Ils murmurent entre eux, se demandant ce qui vient de se passer et spéculant que l'étudiant de Shanghai High doit être incroyablement chanceux. Certains spectateurs en colère crient que le tournoi doit être truqué, exigeant un remboursement. Cependant, l'entraîneur du lycée numéro 1 de Shanghai le sait bien. Se tenant la tête désespérément, il réalise avec une horreur naissante que ce n'est pas de la chance. L'étudiant de première année de Shanghai High est quelqu'un de sérieux. De retour dans la zone d'attente, l'entraîneur a une nouvelle stratégie. Il appelle son prochain combattant, un garçon aux cheveux hérissés nommé Gao Fei, et lui donne l'ordre strict de se concentrer entièrement sur la défense, l'avertissant qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Gao Fei, cependant, déborde de confiance. Il dit calmement à son entraîneur de ne pas s'inquiéter, lui assurant qu'il gagnera. Alors qu'il se dirige vers le ring, Gao Fei rejette intérieurement les victoires de Linzichan. Il croit que son adversaire n'est pas fort et n'a gagné que par des ruses. Avec sa vitesse supérieure, courant le 100 mètres en moins de 9 secondes, et sa plus grande expérience, il est certain qu'il ne peut pas perdre. La foule est en effervescence. Les spectateurs discutent de la réputation de Gao Fei, s'émerveillant de sa vitesse. Une personne mentionne que son père est un utilisateur de fusion de gènes, expliquant ses capacités améliorées. Le consensus est que l'impressionnante course de Linzichan est sur le point de se terminer, bien qu'il reconnaisse son grand potentiel. L'annonceur signale le début du duel. Ignorant les instructions de son entraîneur, Gao Fei passe immédiatement à l'offensive, se jetant sur Linzichan avec un coup de pied puissant. Il enchaîne avec des frappes rapides, libérant sa technique spéciale, le point de roche brisant l'eau qui coule. Son entraîneur regarde avec fureur, criant à son élève désobéissant d'attaquer. Gao Fei se moque de la défense, croyant qu'un génie comme lui n'en a pas besoin. Pendant ce temps, Linzichan, évitant facilement les coups, trouve la technique intéressante et décide de la prendre sur le champ. Gao Fei est de plus en plus frustré car il ne peut pas placer un seul coup.
Il s'arrête à bout de souffle et exige de savoir comment Linzichan esquive ses attaques. Impassible, Linzichan demande calmement s'il a d'autres mouvements, le narguant. Enragé, Gao Fei déclenche une autre rafale désespérée de coups de poing. Voyant les mêmes mouvements prévisibles, Linzichan décide que le temps de l'observation est terminé. Il pense, très bien alors. Terminons en. Il esquive sans effort le coup de poing final et contre-attaque avec un seul coup de pied puissant au milieu du corps de Gao Fei, mettant fin au match instantanément. La foule est une fois de plus plongée dans un silence stupéfait et sans voix. Le silence est brisé par les acclamations tonitruantes des supporters de Shanghai High. L'entraîneur Go et Shen Xinggan sont ravis, criant que leur Xiaoshan est une bête et célébrant sa 3e victoire consécutive. Le reste du tournoi se déroule tout aussi facilement. Les prochains adversaires sont encore plus faibles. Il bat chacun 200 efforts, et bientôt il a éliminé à lui seul les 5 combattants de l'équipe adverse. Au cours des 2 jours suivants, l'histoire est à peu près la même. Il poursuit sa performance dominante, éliminant 2 autres écoles à lui seul. Grâce à son incroyable performance, il mène avec succès Shanghai High à la victoire du championnat. Lui et son équipe posent fièrement avec leurs médailles et leurs trophées. Cependant, en vérifiant son système, son nombre d'adversaires n'est que de 16 000. Il réalise avec déception qu'à ce rythme, il faudra des années pour débloquer l'attribut de sélection naturelle. Malgré la lenteur de sa quête, il y a une lueur d'espoir. Il ne s'attendait pas à ce que l'entraîneur Go soit aussi généreux, mais il reçoit la majeure partie de l'argent du prix du tournoi, soit 20 000 yuan. En combinant cela avec l'argent des prix des compétitions universitaires, il a maintenant environ 30 000 yuan. Cet argent ne dure pas longtemps. Il dépense immédiatement tout au supermarché pour un énorme approvisionnement en viande de calmar de l'ombre fantôme. Pendant les prochaines semaines, il dévore la viande chère à chaque repas. Après avoir consommé 30 jeans, sa progression de déverrouillage du codex pour le calmar de l'ombre fantôme atteint 33. Son entraînement intensif et sa consommation de viande de bête portent leurs fruits. Au cours de sa 2e année au collège, il passe au niveau supérieur, passant du niveau ordinaire 3 au niveau 4. Ses capacités physiques atteignent de nouveaux sommets. Il peut maintenant soulever sans effort 1890 kg d'une seule main, sauter de 5,65 mètres à la verticale et sprinter sur 100 mètres en seulement 4 secondes et 49 centièmes. Le temps passe vite, et bientôt, lui et Shen Xinggan obtiennent leur diplôme de la division du collège de Shanghai. Cependant, lorsque les résultats de l'examen d'entrée au lycée sont publiés, leur chemin semble destiné à diverger. Shen Xinggan, le cœur brisé, est assise dans sa chambre en pleurant. Elle demande à Linzichan pourquoi. Après tous ses efforts, ils ne peuvent plus aller au même lycée. Il explique que bien qu'il se soit classé premier en arts libéraux et en arts martiaux, et que ses notes universitaires aient été excellentes, sa note en arts martiaux n'était pas assez élevée pour la classe d'élite du lycée Shanai. Alors qu'il réconforte Shen Xinggan en pleurs, elle demande ce qui va se passer maintenant. Il lui dit que le directeur du lycée Shanai vient chez lui, probablement pour le recruter, et lui demande si elle viendra. Se sentant désespérée, elle répond en larmes que cela n'a rien à voir avec elle, car le directeur ne vient évidemment que pour lui. Prenant sa main, Linzichan la relève et la fait sortir de la pièce. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a un plan. Il révèle sa seule condition pour rester au lycée de Shanghai. Shen Xinggan doit être son camarade de classe. Comme promis, le directeur du lycée de Shanghai rend visite à Linzichan à son domicile. Elle, sa mère et Shen Xinggan discutent de son avenir pendant plusieurs heures avec le directeur qui exprime à quel point elle veut qu'il reste dans son école. À la fin de la réunion, le directeur se lève pour partir. En guise d'offre finale, elle dit à Linzichan que s'il accepte de rester, elle lui accordera toute demande qu'il a. Saisissant l'opportunité, Linzichan énonce sa seule condition. Shen Xinggan doit être autorisé à continuer dans la même classe que lui. Le directeur regarde Shen Xinggan, nerveuse, et confirme son nom. Sans hésitation, elle accepte. Avec un sourire, elle leur dit à tous les deux de se présenter ensemble au lycée de Shanghai pour la nouvelle année scolaire. Rempli de joie, Linzichan et Shen Xinggan la remercient. Leur avenir au lycée étant assuré, Linzichan participe à son dernier tournoi d'arts martiaux du collège. Comme prévu, sa puissance écrasante mène facilement son équipe à un autre championnat. Il décide d'utiliser l'argent du prix pour enfin déverrouiller le codex du calmar de l'ombre fantôme. Il n'était plus qu'à 20%, et la nouvelle récompense était suffisante pour remplir la barre de progression. Incertain de ce qui pourrait arriver, il se rend dans une forêt isolée en dehors de Shanghai pour plus de sécurité. Décidant de ne pas perdre de temps, il commence à dévorer l'essence vitale du dernier morceau de viande de calmar. Une puissante énergie bleue l'entoure alors qu'une notification du système confirme qu'il absorbe une grande quantité d'essence. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il ressent une dernière poussée de puissance, et la barre de progression du codex atteint 100%. Une nouvelle notification annonce qu'il a débloqué le codex du calmar de l'ombre fantôme et obtenu un nouvel attribut biologique, la bénédiction de l'affinité liquide. Cette capacité améliore son affinité avec l'eau, lui permettant de se déplacer librement et même de disparaître dans les environnements aquatiques. Cependant, alors que le pouvoir se stabilise, il se tient dans la forêt calme,
tenant les tentacules de Calmar Flask et sent que sa nouvelle capacité est un peu décevante. Se sentant toujours déçu, Linzichan teste sa nouvelle capacité dans un étang voisin. Il découvre que sa bénédiction de l'affinité liquide a quelques avantages. Il peut tremper pendant de longues périodes sans que sa peau ne se ride, et la natation est beaucoup plus facile avec une résistance à l'eau réduite. Cependant, il n'y a pas d'autres effets notables. Il s'assoit dans l'eau et se dit que, puisque le calmar de l'ombre fantôme est une bête de bas niveau, il est normal que la capacité ne soit pas très puissante. Il décide que, pour obtenir de meilleurs attributs, il devra soit économiser pour de la viande de bête de qualité supérieure, soit devenir assez fort pour chasser lui-même de puissantes bêtes mutantes sauvages. Le souvenir des terrifiants rats mutants géants renforce sa détermination, et il serre le poing, déterminé à devenir plus fort. À moins d'une semaine du début de l'école, la mère de Linzichan et la famille de Shen Qing'an décident de partir en voyage. Pour mieux étudier sa nouvelle affinité liquide, Linzichan suggère d'aller à la plage. Alors qu'ils se tiennent dans l'océan, Shen Xing'an frissonne et se plaint que l'eau de mer est froide. Linzichan, cependant, se sent parfaitement à l'aise. Il lui dit de s'y habituer et plonge ensuite dans l'eau, nageant à une vitesse incroyable. Alors qu'il bouge, son système le récompense avec des points de statistiques pour la natation et la plongée. Depuis le rivage, une Shen Qing'an nerveuse l'appelle, lui demandant de lui apprendre à nager. Linzichan sort la tête de l'eau, se souvenant soudainement que son ami d'enfance ne sait pas encore nager. Il commence patiemment à lui enseigner les bases. Compte tenu de son talent athlétique moyen, il suppose qu'elle aura du mal. Cependant, Shen Qing'an lui prouve le contraire. Elle s'exclame avec enthousiasme que nager est étonnamment facile et qu'elle l'a appris tout de suite, plongeant sans effort. Elle nage gracieusement et refait surface avec un regard de choc, surprise de pouvoir plonger sans aucune instruction. Linzichan regarde avec stupéfaction une étrange aura bleue d'eau qui semble émaner d'elle. Après avoir fait surface, elle lui raconte avec enthousiasme à quel point c'est incroyable. Elle note que, bien qu'ouvrir les yeux sous l'eau pique habituellement, elle ne ressent aucune gêne. En fait, elle trouve ça cool et agréable. Ces mots laissent Linzichan plonger dans ses pensées. Il la regarde s'éloigner à la nage, trouvant la situation inhabituelle. Il se dit que, même avec un talent naturel pour l'eau, il est impossible qu'elle ait maîtrisé toutes les compétences aussi instantanément. Son apprentissage rapide n'est tout simplement pas normal. Soudain, une réalisation l'illumine. Il se souvient de son problème de pipi au lit lorsqu'elle est nerveuse. Il se demande si cette faiblesse n'est pas en réalité le signe d'une puissante affinité innée avec l'eau avec laquelle elle est née. L'idée l'enthousiasme. Il est convaincu qu'elle pourrait posséder une sorte de corps de culture spécial, comme un personnage des romans Xianxia de ses parents. Pour tester sa théorie, il continue de plonger. Sa performance le choque encore plus alors qu'ils explorent le monde sous-marin. Il remarque qu'ils retiennent leur souffle depuis plus de 10 minutes, un exploit incroyable pour une débutante comme Shen Qing'an. Pendant qu'ils nagent, l'expression de Shen Qing'an change soudainement. Un étrange son tourbillonnant commence à vibrer dans l'eau autour d'elle. Tous deux lèvent les yeux pour essayer d'en trouver la source. Ils font surface brusquement, et Shen Qing'an s'écrie alors que l'eau bleue brillante tourbillonne autour d'elle. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils marchent le long de la plage, Lindsay peut demander ce qui s'est passé. Frissonnante, elle explique que sous l'eau, elle n'arrêtait pas d'entendre des sons étranges et effrayants juste à son oreille. Il la réconforte et demande quel genre de son. Elle lui dit qu'elle ne comprenait pas la langue, mais que c'était une voix féminine qui résonnait sans arrêt jusqu'à ce qu'elle fasse surface. Pour aider Shen Qing'an, effrayée, à se calmer, Linzichan la ramène à leur chambre d'hôtel. Plus tard, il cherche en ligne des informations sur l'étrange voix féminine, mais ne trouve aucun résultat. Inquiet et incapable de dormir, il utilise son énergie agitée pour s'entraîner. Alors qu'il effectue 1000 redressements assis avec poids, il ressent une soudaine poussée de puissance. Une notification du système annonce que son dur labeur a porté ses fruits. Il est passé au 5e rang ordinaire. Surpris mais satisfait, il considère sa nouvelle force. Il réalise qu'au 5e rang, il est assez puissant pour rivaliser avec un rat mutant géant adulte. Une lueur déterminée apparaît dans ses yeux alors qu'il serre le poing, confiant que déchiqueter la bête à main nue n'est plus impossible. Désireux de tester ses nouvelles limites, il se rend à la plage vide la nuit. L'amélioration des statistiques est immense. Son temps au 100 mètres est tombé à seulement 3 secondes 64, et son saut vertical a augmenté à un incroyable 6,98 mètres. Pour tester sa force, il trouve une voiture à proximité et découvre qu'il peut maintenant soulever le véhicule de 1600 kg d'une seule main. Avec ses nouveaux progrès, sa vie avance. Les vacances se terminent, et lui et Shen Xing'an commencent le lycée à Shanghai. Leur premier jour, ils arrivent tôt pour le service de classe. Deux nouvelles camarades de classe le reconnaissent immédiatement, chuchotant avec enthousiasme à quel point il est beau et à quel point elles ont de la chance d'être de service avec lui. Bien qu'il soit surpris que ses camarades de classe le connaissent, quelque chose d'encore plus inattendu se produit. Le simple fait d'effectuer le service de classe déclenche une nouvelle quête système. La réalisation nécessite l'achèvement de 1000 tâches coopératives pour un nouvel attribut biologique, animal social. Alors qu'il nettoie la salle de classe avec Shen Qing'an,
il se demande ce que fera ce nouvel attribut. Étant donné que l'année scolaire vient de commencer, il en profite pour visiter le supermarché géant après l'école. Maintenant qu'il a débloqué le codex de Calmar Fantôme, il sait qu'il est temps de choisir une nouvelle cible pour sa capacité. Alors qu'il parcourt la section chair de viande de bête, ses yeux se fixent sur un nouvel article. Dans l'une des vitrines réfrigérées se trouve la tête emballée d'un aigle géant sauvage au prix de 19,98 yuan par jean. Un sourire impatient se répand sur son visage alors qu'il ramasse le paquet, prenant sa décision. Ce sera sa prochaine cible. L'aigle géant sauvage est une bête aberrante de niveau supérieur au calmar ombre fantôme. Il a une vision incroyablement puissante, 30 fois plus forte que celle d'un humain normal, ce qui en fait un chasseur redoutable capable de capturer avec précision même les proies les plus rapides. De retour dans sa chambre, Linzéachin examine la viande d'aigle. Il conclut que déverrouiller son guide est un objectif valable car sa vision améliorée lui donnerait un avantage de combat considérable. Il note également que son prix de 1998 yuan par jean en fait l'une des options les plus abordables. Il pose sa main sur la viande, et une énergie bleue l'entoure alors que son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale de l'aigle géant sauvage, déverrouillant 1% de son guide. Après quelques calculs, il réalise que puisqu'un jean de viande ne fournit que 1% de progrès, il devra dépenser plus de 200 000 yuan pour déverrouiller complètement le guide. Il comprend que l'argent des prix des tournois lycéens est beaucoup plus élevé qu'au collège. Avec une détermination renouvelée, il décide qu'il doit travailler plus dur dans les compétitions pour gagner l'argent nécessaire pour déverrouiller le codex des aigles géants sauvages avant sa deuxième année. Avec la fin des vacances d'été, la vie lycéenne de Linzichan au lycée de Shanghai commence. Le premier jour, les professeurs se présentent, le professeur d'arts martiaux et le professeur principal, le professeur de modification mécanique, le professeur de fusion génétique et le professeur de survie en milieu sauvage. Après leur présentation, ils demandent aux élèves de se présenter. Plusieurs étudiants passent en premier. Une fille aux longs cheveux violets, Chu Yuton, dit que sa spécialité est dans les arts. Elle est suivie par une fille énergique aux cheveux roses, Zhongji Jia, qui partage son amour pour l'anime, le cosplay et le sport. Ensuite, un garçon nommé Peng Yuoguang dit qu'il aime jouer aux jeux vidéo à la maison. Bientôt, c'est au tour de Shen Xingan. Être le centre d'attention la rend extrêmement nerveuse. Avec un visage rougissant, elle parvient à dire que son nom est Shen Xing'an, qu'elle aime dessiner et demande à chacun de la guider à l'avenir. Finalement, c'est au tour de Linziken. Son introduction est la plus courte et la plus directe. Il se lève simplement et prononce son nom en demandant le soutien de tous. Après les présentations, le temps passe vite. Une nouvelle camarade de classe aux cheveux bruns s'approche de Shen Qing'an, qui a l'air surprise. La fille demande à Shen Qing'an sa note à l'examen d'entrée. Shen Qing'an répond nerveusement qu'elle a obtenu 709 points, puis demande à la nouvelle fille, Churui, sa note. Churui est impressionné, s'exclamant que la note de Shen Qing'an est supérieure de plus de 10 points à ses propres 698. Churui pose ensuite des questions sur la partie de la condition physique, admettant qu'elle n'a marqué que 95 points sur 100. Cette question met Shen Qing'an extrêmement mal à l'aise. Elle balbutie que sa note n'était pas aussi bonne, paniquant intérieurement parce que sa note de 79 était si basse qu'elle a failli ne pas entrer dans la classe d'élite et se sent trop embarrassée pour le dire à haute voix. Ne comprenant pas l'allusion, la persistante Churui continue de deviner si Shen Qing'an a obtenu 94 ou 93. Shen Qing'an, baissant les yeux de honte, lui dit doucement que c'était encore plus bas. Churui continue de deviner des notes dans les faibles 90, rendant Shen Qing'an encore plus troublé. Soudain, une main claque sur le bureau entre elles, surprenant Cheorui. C'est Linzichan. Il se penche doucement et demande à la fille troublée s'il peut l'ajouter sur Ocha. Surprise et ravie qu'un beau garçon lui accorde de l'attention, elle accepte avec empressement. De sa place, Shen Qing'an pousse un soupir de soulagement, reconnaissante que Linzichan l'ait sauvé de la conversation maladroite. Linzichan se tourne ensuite vers un autre camarade de classe, HEIU, et demande également à échanger des informations de contact. Après les avoir ajoutées, il crée un groupe de discussion à 4 personnes. Une notification du système confirme immédiatement qu'il a réussi à créer un groupe, accomplissant une autre tâche de coopération. Ses progrès pour cette réalisation d'animal social sont maintenant de 2 sur 1000. Il réfléchit que cette quête est étonnamment facile. Après avoir créé le groupe de discussion, les 4 nouveaux amis commencent à se connaître. Eiyu révèle qu'il vient de la ville voisine de Nanyuan et qu'il est issu d'une prestigieuse famille d'arts martiaux qui dirige un dojo. Il mentionne même fièrement avoir obtenu la 8e place au concours d'arts martiaux pour jeunes de la ville de Nanyuan. Churui partage que sa famille possède une chaîne de magasins de vêtements, ce qui la rend riche. Après que Linzichan et Shen Qing'an aient également partagé leurs antécédents, les 4 deviennent rapidement un groupe très soudé. Au moment où ils se mettent à l'aise, Eiyu demande aux autres de deviner qui est l'élève le plus fort de leur classe. Cheorui pointe immédiatement du doigt Linzichan, devinant que ce doit être lui puisqu'il était le meilleur score à l'examen d'entrée pour tout leur district. Cela choque Eiyu, qui n'avait aucune idée que son nouvel ami était si accompli. Cependant, Linzichan suggère humblement qu'être le meilleur score ne fait pas nécessairement de quelqu'un le plus fort.
Il révèle un fait surprenant. Le directeur avait dépensé beaucoup d'argent pour recruter 2 élèves exceptionnellement puissants de la ville de Nanyuan pour leur classe. Yu désigne alors les 2 élèves. Le premier est un garçon aux cheveux blonds, Wang Xuoji, le 3e élève classé de la ville de Nanyuan, qui peut courir le sprint de 100 mètres en 7,98 secondes. Le second est un grand garçon musclé, Lu Gang, qui a une immense force naturelle et peut facilement soulever une barre de 300 kg d'une seule main. Shen Xing'an et Chu Rui sont visiblement impressionnés et intimidés. Lin Zishan, en revanche, reste complètement calme. Intérieurement, il se moque de leurs exploits, sachant qu'il avait dépassé ses chiffres à l'école primaire. Bientôt, la cloche sonne à nouveau, et le prochain cours est pour la distribution des manuels. Il y a 4 matières principales pour le semestre: arts martiaux, fusion génétique, modification mécanique et survie en milieu sauvage. Comme Lin Zishan avait déjà étudié tout le matériel par lui-même, il décide d'utiliser son temps libre pour trouver un endroit isolé pour s'entraîner. Pendant qu'il s'entraîne, ses pensées se tournent vers les menaces plus importantes. Il se souvient que le dangereux culte du dieu Ra est toujours actif. La police n'a capturé que des hérétiques de bas niveau, mais le puissant roi des rats, leur chef, est toujours en liberté. Cette sombre réalité alimente sa détermination. Il serre le poing, résolu à augmenter sa puissance le plus rapidement possible et à atteindre au moins le 6e niveau, un niveau qu'il croit être assez fort pour affronter même le roi des rats. Le premier cours pratique est la survie en milieu sauvage. Le professeur, Shi Shanbei, rassemble les élèves dans une zone boisée et demande si certains savent comment faire du feu en forant du bois. Yu murmure, c'est une compétence inutile. À la surprise générale, Wang Xuoji et Lu Gong s'avancent et réussissent à allumer des feux en utilisant la méthode primitive. Le professeur est impressionné et demande comment ils ont appris. Lu Gong explique qu'il a appris dans un camp d'été, tandis que Wang Xuoji dit qu'il a appris tout seul en regardant des vidéos en ligne. Une fois qu'ils ont terminé, Lin Zishan enseigne facilement la même technique à son propre petit groupe, et il la maîtrise rapidement. Plus tard, en cours d'arts martiaux, le professeur, Yao Yuanfeng, annonce qu'il va leur enseigner une technique spéciale de respiration et de cultivation. Une fois de plus, Wang Xuoji et Lu Gang déclarent bruyamment qu'ils l'ont déjà appris, se vantant devant la classe. Bien que leur démonstration soit un peu maladroite, ils réussissent. Lin Zishan, qui connaît déjà ses compétences, décide de rester discret. Ainsi, plus d'1 mois se passe sans incident. Un jour, en cours de modification mécanique, le professeur, Cai Yuanfei, annonce un test pour vérifier leur progrès. Pour les motiver, il révèle des prix en espèces pour les 3 premiers, 888 yuan pour le premier, 666 pour le deuxième et 333 pour le troisième. Les yeux de Lin Zishan s'illuminent lorsqu'il entend parler de l'argent du prix, réalisant que la récompense de la première place est presque suffisante pour acheter la moitié d'un jean de la viande d'aigle géant sauvage coûteuse. Avec tout le monde motivé, la classe commence l'examen. Par coïncidence, le professeur de fusion génétique, Liu Durin, a la même idée et lance également un examen surprise avec la même structure de prix. Après les 2 examens difficiles, les étudiants sont épuisés. Yu s'effondre sur son bureau, gémissant. Les autres étudiants se plaignent de la difficulté des questions. Une fille déplore qu'elle espérait un 90, mais qu'elle aurait de la chance d'obtenir une note de passage de 60. Alors que tout le monde se plaint, Wang Xuoji et Lu Gong commencent à se vanter avec désinvolture. Lu Gong demande à Wang Xuoji comment il s'en est sorti. Wang Xuoji répond avec confiance qu'il devrait obtenir un 95 car il n'a eu des difficultés qu'avec la dernière partie de la question finale. Lu Gong acquiesce nonchalamment, déclarant qu'il est dans le même bateau et qu'il s'attend également à un 95. En écoutant leur échange arrogant, Yu les regarde fixement, serrant les poings de rage et pensant à quel point il a envie de les frapper. Le professeur annonce les résultats du test d'augmentation mécanique. Il lit les scores, révélant que Go Yunling a reçu 52 points, tandis que Shen Xing'an a réussi avec 61. Shen Xing'an dit avec enthousiasme à Lin Zishan qu'elle a réussi, et il la félicite pour son travail acharné. Le professeur continue, annonçant, Yu a obtenu un impressionnant 88 points. Ses amis le félicitent, et il répond humblement qu'il a juste eu de la chance, promettant de leur offrir un repas avec son prix de 3e place de 333 yuan. Ensuite, le professeur confirme que Lu Gong et Wang Xuoji ont tous deux obtenu 95, comme il l'avait prédit, les complimentant d'être à une seule question d'un score parfait. Wang Xuoji affirme avec confiance qu'avec 10 minutes de plus, il aurait pu résoudre le problème final, et Lu Gang est d'accord. En les écoutant se vanter, Yu est frustré, mais se console en pensant que la 3e place est toujours à lui. Cependant, le professeur révèle alors un résultat choquant. Malgré la difficulté du test, un étudiant a obtenu un score parfait, Lin Zishan avec 100 points. Wang Xuoji et Lu Gong sont stupéfaits, criant que le résultat est absurde. Le reste de la classe éclate de joie. Même un Yu vaincu se joint à eux, reconnaissant que Lin Zishan est à un autre niveau. Shen Xing'an et Chu Rui célèbrent sa victoire comme la gloire de Shanghai. Ignorant les éloges, Lin Zishan se concentre sur le prix.
Il lève la main et demande au professeur Kai quand le prix à 88 de l'ONU pour la première place sera distribué. Le professeur promet de l'envoyer plus tard, trouvant intérieurement étrange l'intense concentration de l'inzichant sur l'argent. 1 heure plus tard, les résultats de l'examen de fusion génétique sont annoncés. Le professeur, Kai Yuan-fei, lit les scores. Cette fois, le duo de Nanyuan n'a pas aussi bien performé. Lu Gang a marqué 81 et Wang Xuji, 83. Bien que ce soit de bons scores, ils sont clairement déçus. En revanche, Shen Xing'an obtient un excellent 78, la plaçant dans le top 5, et elle fête ça avec Chu Rui. Au grand étonnement de ses camarades, Lin Zequin obtient à nouveau un score parfait, remportant sans effort un autre prix. Cette deuxième victoire écrasante porte un coup dur à la confiance de Heiyu, Wang Xuji et Lu Gong, qui sont démoralisés. Incapables d'accepter leur défaite, Wang Xuji et Lu Gong se demandent comment quelqu'un pourrait obtenir la note maximale à un test aussi difficile, suggérant ouvertement que l'inzichant devait connaître les réponses à l'avance. Le professeur, Kai Yuan-fei, interrompt immédiatement leur accusation, déclarant fermement que c'est impossible. Il explique qu'il a personnellement conçu chaque question et que les réponses ne sont pas disponibles en ligne, rendant la triche impossible. Les deux restent sans voix. Leurs camarades de classe ne sont pas aussi gentils. Et Chu Rui rit, se moquant de Wang Xuji et Lu Gong pour être de mauvais perdants. Heiyu les traite de honte pour la ville de Nanyuan, et Chu Rui ajoute que les gens les incultes causent toujours le plus de problèmes. Après le déjeuner, l'examen pratique de survie en milieu sauvage commence. Le professeur, Chu Shambei, explique que les récompenses sont les mêmes avec des prix en espèces pour les 3 premiers. L'examen comporte 3 parties, l'escalade, la natation et l'allumage du feu par friction. Ayant été battus aux tests académiques, Wang Xuji dit à Lu Gong qu'ils doivent se racheter aux examens pratiques. Lu Gong est d'accord et tous deux regardent l'inzichant, jurant de l'écraser et de laver leur honte. L'examen commence par l'escalade, où la vitesse détermine le vainqueur. Comme prévu, les capacités physiques supérieures de l'inzichant lui permettent de dominer facilement. Il escalade la paroi rocheuse avec une vitesse incroyable, laissant le duo de Nanyuan loin derrière pour assurer la première place. L'épreuve d'escalade d'arbre se termine de la même manière. L'inzichant prend à nouveau la première place, tandis qu'un Wang Xuji vaincu se plaint de ne même pas pouvoir voir son ombre. Alors que l'inzichant excelle, il note que sa véritable préoccupation concerne Shen Qing'an. Comme il s'y attendait, elle a du mal à grimper et termine dernière. Cependant, il n'est pas inquiet, sachant que son véritable talent est dans l'eau et confiant qu'elle retrouvera sa confiance pendant le segment de natation. Vient ensuite le segment de l'allumage du feu. Les yeux rivés sur le prix, l'inzichant sait qu'il doit continuer à écraser le duo de Nanyuan. Il commence la tâche avec une concentration et une vitesse intense, créant avec succès un feu en seulement 58 secondes. Wang Xuji et Lu Gong regardent avec une incrédulité totale, se demandant comment il peut être si rapide à tout, déconcerté par sa vitesse de main insensée. La dernière partie de l'examen de survie en milieu sauvage était la natation. Cette fois, c'était au tour de Shen Qing'an de briller. Puisant dans son affinité naturelle pour l'eau, elle a nagé avec une vitesse incroyable, écrasant facilement le duo de Nanyuan et portant un autre coup dur à leur confiance brisée. Wang Xuji était incrédule, incapable de comprendre comment Shen Qing'an pouvait soudainement faire preuve d'une puissance explosive dans l'eau, concluant qu'il devait halluciner. Après l'examen, un Wang Xuji et Lu Gong vaincus sont restés complètement silencieux pendant longtemps. Cependant, leur silence n'a duré que pendant le déjeuner. Dans l'après-midi, l'examen final d'arts martiaux a commencé. Le professeur, Yao Yuanfeng, a annoncé qu'il était temps de tester leur progrès avec une compétition de combat. Les 3 premiers recevraient des prix motivant la classe. Pour Wang Xuji et Lu Gong, cela a ravivé leur espoir. Remplis de détermination, ils ont décidé de récupérer leur fierté. Ils ont raisonné que c'était un cours d'arts martiaux, où la forme physique et la technique de combat comptaient vraiment. Ils pensaient que si l'inzichant était faible en arts martiaux, ses autres scores n'avaient aucun sens. Avant le combat, le professeur a fait passer à tout le monde un test physique comme échauffement, mesurant leur sprint de 100 mètres, leur levée d'haltère à une main et leur saut vertical. L'inzichant, se retenant pour ne pas être trop voyant, a tout de même fait une performance incroyable. Il a couru le sprint de 100 mètres en 7 secondes 78 et a soulevé un haltère de 330 kg d'une seule main. Son saut vertical était de 2,18 mètres, et il a facilement pris la première place dans les 3 épreuves, en s'assurant de ne battre que légèrement le duo de Nanyuan. Ils ont une fois de plus été laissés dans un état de choc total. Wang Xuji ne pouvait pas comprendre comment l'inzichant pouvait être plus rapide, tandis que Lu Gong était déconcerté par la façon dont quelqu'un qui n'avait pas l'air musclé pouvait être si fort. Essayant de se ressaisir, Wang Xuji a rappelé à Lu Gong que l'échec au test physique ne signifiait pas qu'il perdrait au combat, car le vrai combat nécessitait également de la technique. Ils se sont convaincus que leur technique supérieure leur donnait une chance. Après le test, tout le monde s'est rendu dans la zone de duel pour les combats d'entraînement. Désireux de terminer sa survie de la réussite du plus apte, l'inzichant est entré en premier sur le ring. Cependant, après son extraordinaire démonstration, personne n'a osé le défier.
Même Wang Xuji et Lu Gong se sont retenus pour observer d'abord. Voyant l'impasse, le professeur est intervenu. Il a appelé un étudiant nommé Lu Wei et lui a ordonné de s'entraîner avec Lin Zishan. Les deux se sont affrontés, mais le match était terminé avant même de commencer. Pour gagner du temps, Lin Zishan y a mis fin instantanément avec un seul coup de poing dévastateur qui a envoyé Lu Wei voler. Il a ensuite accéléré le reste de ses adversaires, abattant tous les élèves de la classe avec la même efficacité brutale. En regardant cela, Wang Xuji et Lu Gang sont laissés dans un désespoir total. Wang Xuji réalise avec horreur que Lin Zishan est beaucoup plus fort qu'il ne l'imaginait et qu'il ne se donnait probablement pas à fond pendant le test physique. Il se demande comment quiconque pourrait rivaliser avec un tel monstre. Juste au moment où leurs esprits sont brisés, Yu saute soudainement sur le ring en criant le nom de Liu Gang. Il pointe Liu Gang, déclarant qu'il est chaud et à son apogée, et le défie en combat. Désireux d'exprimer sa frustration, Liu Gang accepte volontiers. Il se dit que, bien qu'il ne soit pas confiant contre Lin Zishan, il peut certainement vaincre Yu et jure de l'aplatir en 30 secondes. Avec un cri de guerre, Yu se précipite en avant, et les deux s'affrontent dans un échange de coups rapides. Cependant, le combat est décidé par l'écart évident de leur puissance. Lu Gong attrape facilement le coup de pied de Yu, utilise sa force supérieure pour le faire tourner et le projette hors du ring. Yu s'écrase violemment, vaincu, et vomit. Debout, victorieux, Lu Gong regarde son camarade de classe vaincu. Il offre un compliment indirect, reconnaissant que la technique physique de Yu est la meilleure de leur classe, mais conclut avec suffisance qu'il est toujours meilleur. Après sa victoire, Liu Gang se tourne pour voir Lin Zishan s'approcher. Lin Zishan lance calmement un défi pour qu'il s'entraîne. Intérieurement, il voit cela comme une occasion idéale de progresser dans sa quête de réussite. Tout juste sorti de sa victoire et débordant de confiance, Liu Gang sourit et accepte, déclarant qu'il n'a pas peur. Liu Gang passe immédiatement à l'offensive avec un coup de poing puissant. Cependant, l'écart entre leurs capacités est évident. Lin Zishan se déplace à une vitesse fulgurante, esquivant sans effort l'attaque et laissant des images rémanentes. Avant que Lu Gang puisse enregistrer ce qui s'est passé, Lin Zishan contre-attaque avec un coup de pied rapide. Le coup puissant touche carrément le dos de Lu Gang, et il est envoyé voler hors du ring, vaincu en un seul coup. Avec les deux membres du duo Nanyuan complètement vaincus, les autres élèves commencent à narguer le dernier debout. Il crie à Wang Xuji, lui demandant s'il va venger son frère tombé et lui disant que la fierté de Nanyuan repose désormais entièrement sur ses épaules. Il se moque, lui disant de ne pas se dégonfler. Agacé, Wang Xuji ordonne à la foule de se taire, affirmant qu'il avait déjà prévu de se battre. Il se précipite sur le ring pour affronter Lin Zishan. Alors qu'il se tient devant son adversaire incroyablement puissant, il vole sa résolution, se disant que ce qui doit arriver arrivera, et qu'il doit trouver un moyen de le vaincre. Déterminé à gagner, Wang Xuji crie qu'il va tout donner et se précipite sur Lin Zishan avec une attaque furieuse. Cependant, son effort est futile. Lin Zishan arrête sans effort le coup de poing d'une seule main et contre-attaque avec un seul coup dévastateur qui envoie Wang Xuji voler à l'envers. Il s'écrase violemment sur le sol du gymnase, assommé et bavant, vaincu aussi facilement que tous les autres. Le duo Nanyuan étant mis hors d'état de nuire, Lin Zishan procède à éliminer systématiquement le reste des garçons de la classe l'un après l'autre avec la même efficacité sans effort. Après avoir vaincu tous les élèves masculins, il vérifie son système. Il note que, selon les règles de l'accomplissement de la survie du plus apte, vaincre la même personne plusieurs fois ne compte qu'une seule fois. Cela signifie que ses seuls adversaires restants dans la classe sont les filles. Il se demande si l'une d'entre elles sera même disposée à s'entraîner avec lui. À sa grande surprise, les filles sont plus que disposées. Une foule de ses camarades de classe se rassemble, rougissant et faisant avidement des gestes de cœur, toutes voulant avoir une chance de le combattre. La première à se porter volontaire est Chu Yuton, qui lève la main avec enthousiasme et le défie. Elle saute sur le ring et attaque avec une vitesse et une agilité surprenantes. Cependant, Lin Zishan est toujours à un autre niveau. Il esquive facilement son attaque, la laissant commenter son incroyable vitesse. Elle atterrit gracieusement, déçue d'être arrivée si près mais de ne pas pouvoir l'attraper. De façon inattendue, après la défaite de Chu Yuton, les autres filles se portent également volontaires pour le défier une par une. Bien sûr, Lin Zishan se retient considérablement lorsqu'il affronte les filles. Son objectif principal n'est pas de leur faire du mal, mais simplement de gagner les matchs officiels et de mener à bien son exploit le plus rapidement possible. Bientôt, Lin Zishan termine l'entraînement avec toutes les filles de sa classe. Bien qu'il ait vaincu avec succès tous les élèves, il est encore loin d'avoir terminé sa tâche de réussite. Il est un peu déçu, mais son humeur change rapidement lorsque son professeur, Yao Yuanfeng, annonce soudainement de bonnes nouvelles. Le professeur félicite la classe et leur dit qu'en tant qu'élèves d'élite, ils doivent apprendre à défier ceux qui sont au-dessus d'eux. Il annonce ensuite que dans un mois, leur classe défiera la classe régulière la plus forte de la deuxième année, et il s'attend à ce qu'ils soient prêts. Lin Ziqin, qui se sentait frustré par le manque d'adversaires pour accélérer sa survie du plus apte, est ravi. Un nouveau match lui a été livré directement à sa porte, une véritable bénédiction. Après que le professeur ait renvoyé la classe,
un Liu Gang nouvellement humilié s'approche de Lin Zishan. Il admet qu'il avait sous-estimé l'école et déclare qu'à partir de maintenant, il considérera Lin Zishan comme son rival pour les 3 prochaines années. Lin Zishan se rend compte qu'avec le plan du professeur de constamment défier d'autres classes, terminer son exploit en un an pourrait ne pas être impossible. Wang Xuoji le confronte également, jurant de laver l'humiliation de sa défaite avant d'obtenir leur diplôme. Lin Zikan, cependant, se concentre davantage sur les avantages pratiques. Il calcule qu'il a gagné plus de 3000 yuan grâce au seul prix des examens. Cela l'excite car il peut maintenant utiliser cet argent pour acheter plus de viande de bête. Il serre le poing en ignorant complètement le duo non-yuan qui est laissé furieux par son rejet arrogant. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, il examine sa situation financière. Bien qu'il ait gagné de l'argent grâce aux récompenses, c'est encore loin d'être suffisant pour acheter toute la viande de bête dont il a besoin. Pour gagner plus d'argent, il décide de suivre les traces de ses parents et s'inscrit comme auteur de romans en ligne, commençant ainsi son parcours d'écriture. Grâce à sa racine céleste de sagesse, son écriture est exceptionnelle. Le lendemain matin, il trouve une invitation de contrat de la plateforme UUN dans ses messages. Après avoir signé le contrat, une nouvelle de ce jour attire son attention. Le reportage concerne un incident terrifiant survenu il y a à peine 2 heures. Un rat mutant géant avait attaqué un entrepôt frigorifique de viande congelée à la périphérie de la ville. Le reportage détaille l'horrible attaque. Le rat mutant mesurait plus de 5 mètres de long et était si puissant qu'il a mordu un cyborg intervenant en deux. Dans un dernier acte désespéré, le cyborg capturé a activé son noyau d'énergie de secours caché pour s'autodétruire, emportant l'ennemi avec lui. L'explosion qui a suivi a été massive, faisant exploser le rat mutant géant sur le coup. En lisant les nouvelles, Lin Zishan est horrifié. Il fixe une image d'un rat monstrueux, se demandant avec une peur croissante combien d'autres de ces rats mutants géants sont cachés dans la ville de Shanghai. Il se demande également où de telles créatures énormes pourraient bien se cacher. Le jour de la séance d'entraînement contre la classe régulière la plus forte de la 2e année arrive, et les étudiants se rassemblent au gymnase du lycée de Shanghai. Avant le match, le professeur, Yao Yuanfeng, tient une réunion de stratégie avec ses meilleurs combattants. Il les avertit que bien que leurs meilleurs combattants soient forts, la classe adverse est globalement plus forte et utilisera probablement des tactiques défensives pour les épuiser. Il leur ordonne de terminer leur combat le plus rapidement possible. Au moment où la réunion est terminée, Lin Zishan se précipite vers le ring, désireux de vaincre autant de nouveaux adversaires que possible pour achever sa survie de la réalisation la plus forte. Il se porte volontaire pour passer en premier. Son adversaire, une grande fille aux longs cheveux blonds de la classe de 2e année, entre sur le ring. Voyant à qui elle est confrontée, elle se plaint immédiatement à son professeur, soulignant que la classe d'élite a envoyé son combattant le plus fort en premier. Elle affirme qu'elle est l'élève la plus faible de sa propre classe et se demande comment elle est censée le combattre. En entendant cela, le professeur Yao Yuanfeng se précipite vers le professeur adverse, un homme plus âgé qu'il appelle frère Feng. Il l'accuse avec colère de violer les règles tacites du sparring de classe, qui dictent que les élèves les plus faibles devraient se battre en premier. Il exige de savoir pourquoi l'autre professeur a envoyé son élève le plus fort se battre lors du premier match. Pour régler le différend, le professeur Yao ordonne à Lin Zishan de descendre de la scène, lui disant qu'il peut y aller plus tard et de laisser les élèves les plus faibles y aller en premier. Lin Zishan accepte à contre-cœur et descend. Le professeur pointe ensuite Zhang Yijia et lui dit d'y aller en premier, mais elle est prise au dépourvu et proteste qu'elle n'est pas prête. Voyant une opportunité, Shen Qing'an s'avance. Elle se porte volontaire pour se battre, disant au professeur Yao que puisqu'elle est la plus faible, elle devrait être la première à y aller. Shen Qing'an entre nerveusement sur le ring pour affronter la grande fille blonde, clairement intimidée. Depuis la ligne de touche, ses camarades de classe, dont Churui et Heiu, commencent à applaudir bruyamment, criant des encouragements pour leur ami, Anan. Cependant, la pression soudaine ne fait que rendre Shen Qing'an encore plus nerveuse. Le match commence, et la blonde attaque immédiatement avec un coup de poing puissant, que Shen Qing'an parvient à bloquer. Bien qu'elle soit surpassée, Shen Qing'an est déterminée. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner, mais elle est résolue à tenir le plus longtemps possible, adoptant une stratégie purement défensive pour épuiser l'endurance de son adversaire. Son plan s'avère étonnamment efficace. 3 minutes plus tard, la blonde respire fortement, surprise par l'endurance de Shen Qing'an. Elle se rend compte que si le combat continue, elle manquera d'endurance et décide qu'elle doit terminer le match rapidement. Elle se précipite en avant avec un coup de poing décisif final. Le coup atterrit, et Shen Qing'an est assommé au sol, vaincu. Alors qu'elle se relève, elle est visiblement embarrassée. Le professeur, Yao Yuanfeng, loue sa performance. Il lui fait un signe de pouce en l'air, lui disant qu'elle a fait du bon travail et que sa stratégie défensive était très intelligente. Lin Zishan la réconforte également, en lui tapotant doucement la tête. Il lui dit qu'elle a bien fait, ayant duré plus de 3 minutes contre une aînée avec une année supplémentaire d'entraînement et qu'elle a fait de grands progrès. Rassuré, Shen Qing'an le regarde avec un sourire heureux. Après la défaite de Shen Qing'an, une autre camarade de classe aux cheveux bruns de la classe d'élite entre sur le ring.
Voyant que son aîné adverse manque d'endurance après le match précédent, elle voit une opportunité et se précipite pour attaquer. Elle lance un coup de pied puissant, mais l'aîné, plus expérimenté, esquive facilement le coup et contre-attaque avec un coup de poing rapide au visage. La fille aux cheveux bruns est rapidement maîtrisée et épinglée au sol où elle crie de douleur et est forcée de se rendre. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, l'aîné lui demande d'un ton moqueur si elle méprisait la classe régulière en chargeant si imprudemment. Elle continue de narguer la fille, lui disant que même si elle n'a pas son talent, elle s'est entraînée pendant une année entière de plus. Elle la congédie, lui disant de revenir se battre après s'être entraînée pendant une autre année. Juste à ce moment-là, Chorui s'avance. Remplie de détermination, elle déclare qu'elle vengera Shen Qing'an et écrasera la scène. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.